montre, ça va bien au-delà de la simple lecture de l'heure. C'est vachement impressionnant de se dire que quelqu'un a travaillé des dizaines d'heures, des centaines d'heures, même pour certaines des milliers d'heures sur une montre, autant de savoir-faire dans un si petit objet qui, honnêtement, ne sert à rien. Pour moi, l'horlogerie, c'est un chemin. Et à partir de ce moment, je me suis dit, ok, c'est très bien, mais j'aimerais bien faire une montre que j'aime avant tout et à mon image. En faisant quelque chose qui nous plaît et qui nous anime, on peut tout apprendre. Combien ça coûte de créer, lancer, réfléchir, produire une marque de montre? On est sur une fourchette entre 50 et 100 000. Après, si on veut vraiment développer un mouvement, là, ça se chiffre en millions. Franchement, ça fait très peur, mais c'est du challenge. Salut Clément. Salut Alec. Comment tu vas? Bah ça va très bien, toi? Eh ben écoute, ça me fait super plaisir de t'avoir ici sur le plateau. Plaisir partagé. C'est pas la première fois qu'on échange. À chaque fois qu'on se voit, qu'on échange, qu'on discute, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager des moments avec toi parce que tu es un vrai passionné. Et moi, je suis passionné des passionnés, justement. Je vais te présenter rapidement, puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu es expert, tu es un des experts reconnus en francophonie dans l'horlogerie. Tu es créateur de contenu spécialisé justement sur ce marché, influenceur majeur dans l'industrie horlogère moderne avec une présence marquée sur les réseaux, tous réseaux confondus, de plus de 260 000 abonnés, créateur du podcast L'Art du Temps. Tu as interviewé des très grands noms de l'industrie comme François-Henri Benamias, CEO de Audemars Piguet, Alain-Dominique Perrin, qui a contribué notamment à Richemont ou la relance de Cartier, Jean-Claude Biver, qu'on ne présente plus, qui est l'ancien CEO de Hublot, et plein d'autres. Tu es aussi sur le projet de créer 2 marques de montres et on peut te suivre régulièrement justement sur les réseaux. Moi, je suis tes aventures, j'adore même les différentes vidéos que tu fais sur les réseaux plus short content, on va dire. Okay. Donc, vraiment un plaisir de t'avoir ici. Je rentre dans le vif du sujet, justement. On va revenir sur le début de ton intérêt pour l'horlogerie et ce serait intéressant que tu nous expliques comment une Rolex Submariner finalement a déclenché cette passion. Avec plaisir. Alors, c'est vrai que en fait, mais j'étais pas prédestiné à l'horlogerie parce que j'ai commencé avec un bac pro en électrotechnique. Donc rien à voir pendant ce bac pro, mais j'ai fait énormément de stages, que ce soit sur les chantiers, à raccorder des prises, à raccorder des tableaux électriques, etc. Okay. Mais de mémoire, mais toi aussi, tu n'étais pas loin de l'électrotechnique. C'est ça. Moi, j'étais ouvrier à l'usine, j'ai fait plein de stages, justement. Du charpentier à l'électronicien. C'est ça. Et en fait, en bac pro, c'était 3 ans, donc j'ai été diplômé. Après, j'avais les capacités pour passer en BTS électrotechnique. Donc, je suis passé en BTS. J'avoue, c'était dur parce que tu as toujours un gap entre le bac pro et le BTS. Un gap parce que forcément, tu te retrouves avec des gens qui ont fait STI 2D ou même des gens qui ont fait S, donc qui ont forcément plus de facilité d'un point de vue maths. Ouais. Et après ce BTS-là, j'avais 2 possibilités. Soit partir dans une école d'ingénieur, soit faire une école de management. Et franchement, je n'avais pas les capacités pour faire une école d'ingénieur. Donc du coup, je suis parti dans une école de management. Donc bachelor énergie, master 1 énergie. Et en fait, pour ma dernière année, j'ai pu switcher dans le digital parce que mon école faisait digital, informatique, énergie et biologie. Voilà. Okay. Et donc du coup, je suis passé d'énergie à digital. Parce que je leur ai montré que j'étais capable en fait d'avoir assez de connaissances dans le digital pour pouvoir switcher d'énergie à digital. Parce que en parallèle, j'avais créé en fait des petits business qui m'ont permis justement de leur prouver et puis de changer de filière pour cette dernière année. Donc j'ai été diplômé d'un master en digital et management. Ok. Et du coup, on en vient à cette fameuse Rolex que tu reçois donc à ce diplôme ou comment ça se passe? Rien à voir. En fait, c'est pendant mes stages dans le BTS. D'accord. Donc, j'ai fait des stages parce que je cherchais toujours des lieux un peu prestigieux, un peu uniques. Ouais. Donc, vraiment par hasard, en envoyant un mail sur leur site, en fait. Je suis rentré à l'Assemblée nationale dans le service technique. Okay. Donc en gros, j'étais plus à l'arrière de tout ce qui se passe, toute l'infrastructure technique, etc. Et en fait, à ce moment-là, mon tuteur avait une ancienne Rolex Submariner qu'il n'avait pas fait réviser depuis plus de 25 ans et qu'on lui avait offert en fait pour son mariage. D'accord. Et donc à partir de là, moi je me dis, à cette époque, j'aimais pas Rolex parce que c'était l'image bling-bling, l'image des rappeurs, les diamants, etc. Enfin, tout le cliché, mais tous les stéréotypes qu'il y a tout autour de la marque, j'avais cette image-là. D'accord. Et en fait, je le charriais beaucoup, et même sur sa montre. Et c'est là qu'il a commencé à me dire, mais attends, Rolex, c'est pas que ça. T'as l'histoire, t'as l'histoire de la Submariner, t'as l'histoire de la marque,
tu as énormément d'histoires. Et puis même lui, mais son histoire personnelle, c'est la montre qu'on lui offre pendant son mariage, enfin pour son mariage. En plus de ça, la montre est fiable, il l'a pas fait réviser depuis un certain temps et elle fonctionne toujours. Enfin, c'était vraiment en fait la montre de l'extrême, tu vois. La montre fait pour les aventuriers et tout. Et donc, c'est à partir de ce moment, comme je suis quelqu'un de très curieux, en fait, j'ai commencé à me renseigner sur Rolex. Et comme je suis quelqu'un qui aime pas lire, donc je me suis dit quoi de mieux que pour apprendre de retransmettre ce que je sais en vidéo. Donc j'ai lancé une chaîne YouTube et ma toute première vidéo était l'histoire de Rolex. C'est en quelle année ça? C'était en 2019. J'ai créé la chaîne en mai 2019 et ma toute première vidéo, c'était le 9 septembre 2019. Ok, et aujourd'hui, du coup, 4 ans plus tard, on se retrouve avec combien d'abonnés uniquement sur YouTube? Là, j'ai dépassé les 70 000 récemment pour, je crois, 23 millions de vues, grosso modo. Excellent, félicitations. Merci beaucoup. Ouais, c'est top et c'est drôle que justement, c'est la curiosité qui te mène à la création de contenu. Ouais. C'est vrai. Et tu as toujours voulu devenir créateur de contenu ou rien à voir? Pas du tout, pas du tout. Non, non. Parce que c'est pas anodin de se dire je vais m'intéresser à un sujet et après donc je vais créer des vidéos et lancer ma chaîne YouTube. C'est vrai. Après, j'avais déjà quand même un peu d'historique avec les vidéos parce qu'avec mes potes, enfin de l'époque, on faisait des espèces de courts-métrages et moi j'aimais bien faire des mises en scène, etc. D'accord. Mais bon, ça m'est passé. Après, j'ai fait du Amazon KDP. J'avoue qu'il y a pas mal marché où je faisais des carnets de notes, de coloriage, de mandala, des sudoku, tout ça. Ouais. Et après, en fait, tout ça en parallèle de mon stage, de mes études aussi. Et ce qui fait que j'ai démarré la chaîne comme ça. Et puis après, ça a pris un certain engouement quelques mois après. Et après, je me suis dit, tu sais quoi, y a vraiment un truc à faire, donc go. Ok. Combien de temps ça a pris, justement, tu évoques quelques mois, combien de temps ça a pris pour avoir des résultats? Est-ce que tout de suite tu t'es dit, waouh, il y a un potentiel? Ou est-ce qu'au départ, finalement, c'est juste la passion qui te guide, tu prends goût à ce que tu fais, et puis tu te rends compte qu'on peut avoir des résultats? En fait, c'est la curiosité, d'abord, qui m'a mené à créer des vidéos. Donc du coup, comme j'étais très curieux, l'histoire de Rolex, après j'ai fait l'histoire d'Audemars Piguet, Patek Philippe et d'autres, après j'ai fait des reviews, etc. Et en fait, la passion a pris goût en me renseignant de plus en plus sur l'horlogerie. Ouais. Et puis, c'est là que j'ai découvert toute l'histoire, le savoir-faire, l'artisanat, qui est super important. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, je suis devenu passionné. Et ça a dû mettre au moins 6 mois pour que j'ai mes 100 premiers abonnés, donc pour te dire. Mais pourtant, je postais une vidéo toutes les semaines, tu vois. Mais c'était vraiment juste pour m'amuser. Il n'y avait pas de but derrière. Et puis après, des 100, on est passé aux 1000, un peu plus rapidement. Et puis après, 1000, 10 000 et ainsi de suite. Finalement, c'est la résilience, la persévérance, le fait de continuer à travailler, à publier qui fait qu'on arrive à un certain résultat. Parce que la plupart des gens auraient arrêté bien avant 6 mois s'ils restent à 100 abonnés. Quoi. Ce qui est dommage, je trouve, à l'heure actuelle, c'est que les gens veulent des résultats tout de suite. Ouais. Mais on sait que pour avoir des résultats, il faut être constant et quand même assez régulier. Clairement. Donc, après, moi, je n'avais pas de but particulier, à part juste mon seul but, mais c'était d'apprendre l'horlogerie. Donc, on va dire que c'était plus un chemin initiatique. Et puis après, je sais qu'il y a eu une vidéo qui a explosé un peu plus que les autres, mais qui a fait un peu plus de vues. Et de fil en aiguille, ouais. Voilà, c'est ça. Et puis, en fait, tu essayes de scaler, de trouver des techniques, de trouver des experts, des experts dans leur domaine, dans l'horlogerie, pour qu'ils expliquent un peu leur passion, les montres, etc. Ouais, complètement. Ça a été chose aisée pour toi de rapidement solliciter des experts ou des grands noms alors que tu n'avais pas forcément au départ beaucoup de visibilité, beaucoup de notoriété, beaucoup de vues? Ça a été, au début, la première fois que j'ai sollicité une personne, je me souviens très bien, c'était Laurent Picciotto, qui a un peu une boutique reconnue en fait, dans le monde entier, par rapport aux pièces qu'il fait. Et c'est vrai que c'était le premier à m'ouvrir sa porte. D'accord. Et c'est vrai que quand il m'a ouvert sa porte, franchement super sympa. On a passé un très bon moment d'ailleurs, mais c'était pour le podcast, L'Art du Temps. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, mais en fait les gens dans l'horlogerie sont très abordables et ont envie de donner leur savoir. Et donc en fait, on se retrouve dans quelque chose où les gens aiment partager, aiment parler, aiment partager, aiment raconter. Et en fait, la passion dépasse certains stades. Donc comme ça, c'est cool. C'est super intéressant et
Tu évoques le fait, juste avant, que tu faisais 2-3 business à côté, que tu as toujours eu cette curiosité. D'où ça devient cet état d'esprit entrepreneurial? Parce que aujourd'hui, du coup, tu peux vivre de ta passion au travers ta chaîne YouTube, au travers différentes choses que tu as mis en place, au travers différents projets que tu es en train de créer, on en parlera. Mais est-ce que ça a toujours été comme ça? En soi, oui, parce que c'est vraiment en bac pro où j'ai eu en fait un déclic, où je me suis dit, OK, parce que pendant les stages, putain, mais qu'est-ce que c'était dur. Mais ça m'a fait prendre conscience que si je veux faire quelque chose qui, moi, me plaît, avant tout, il faut se donner les moyens. Et donc à partir de ce moment, j'ai commencé à regarder des vidéos mais sur YouTube. Je me souviens très bien les vidéos de David Laroche, de tout ça, enfin, mais sur la motivation. Et en fait, au fur et à mesure des années, j'ai eu un déclic qui m'a justement permis en fait à poursuivre. C'est quoi le déclic? Ton déclic? Le déclic, ça a été franchement, je pense, le premier stage de bac pro, qui était quand même assez dur. Ok. Tu t'es dit, je veux plus faire ça de ma vie. Ouais, c'est ça. Mais sur le chantier, en plein hiver, à tirer du câble, etc., tu vois, ça m'a énormément appris. Ouais. Mais je me suis dit, OK, là, donc après, enfin, à la fin de ce bac, je pourrais devenir électricien, tu vois. Mais c'est pas ce que je voulais. Donc, je me suis donné les moyens d'aller plus loin. Et puis après, j'ai commencé à apprendre tout ce qu'il y a autour du business en ligne. Je suis tombé sur tes vidéos à l'époque, d'ailleurs. Donc, et puis après, j'ai continué en fait ce chemin. Ok, je vois. Et justement, dans la continuité de ce chemin, au fur et à mesure du temps, c'est quoi les éléments qui ont fait que tu t'es dit « Ok, c'est possible, il y a des bons signaux » parce que finalement, on en conclut, on comprend que tu es arrivé à la fin de ton stage, de tes études, et tu t'es dit « non, je ne vais pas choisir cette voie, je vais directement aller vers la voie entrepreneuriale, continuer la création de contenu ». Est-ce qu'à ce moment, à cette étape, tu gagnais déjà suffisamment ta vie pour pouvoir en vivre très bien, confortablement, ou c'était quand même un risque et tu prenais un risque d'oser te faire confiance, mais tu avais cette conviction qui fait que tu l'as fait? C'était un risque. Après, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai lancé tout ça en parallèle de mes études, j'ai déjà commencé à gagner de l'argent et suffisamment pour vivre normalement, mais c'était pas des grosses sommes, mais c'était suffisant pour pouvoir en vivre. Donc dès que j'ai terminé mes études, en fait, j'ai continué à faire ce qui me plaisait, tout simplement. Et même, tu vois, m'était en train de me refaire penser à quelque chose, parce que quand j'étais en stage en Master 1, qui était encore un Master Énergie, j'ai réussi à convaincre mon école de ne pas faire ce stage dans l'énergie, mais justement de faire ce stage dans une boîte d'horlogerie. Et j'ai galéré comme pas possible, parce que j'avais aucune culture, aucun savoir dans ce domaine. Mais c'est en allant voir les gens, en leur parlant, en l'expliquant mon projet, etc., que certains, justement, j'ai pu faire ce stage-là. D'accord. Voilà. Et pour le dernier stage, j'ai pu faire ce stage-là dans ma propre société. Ça a été quand même assez dur aussi à convaincre l'école, mais j'ai fait en gros mon dernier stage de 6 mois dans ma propre société. Et j'ai appris énormément de choses. Donc forcément, ça m'a dégagé du temps pour continuer sur la création de contenu et aussi sur la création de ce que je faisais, quoi. Complètement. C'est pas anodin un switch complet comme ça de l'électrique dans ton cas à la passion de l'horlogerie. Quand tu as commencé à t'intéresser à l'horlogerie plus en profondeur, qu'est-ce qui fait que vraiment tu es passé d'un intérêt à un passionné tel que tu l'es aujourd'hui, où clairement ton quotidien tourne autour de l'horlogerie? L'histoire des montres, l'histoire des marques et aussi l'art. Parce que je trouve qu'on ne parle pas assez souvent de l'art qu'il y a dans une montre. Mais c'est vachement impressionnant en fait de se dire que quelqu'un a travaillé des dizaines d'heures, des centaines d'heures, même pour certaines des milliers d'heures sur une montre, ce qui en partie justifie certains prix. Mais se dire, ok, il y a eu autant de savoir-faire dans un si petit objet qui honnêtement ne sert à rien. Parce que honnêtement, une montre à l'heure actuelle, ça ne sert à rien. On a l'heure sur son téléphone, on a l'heure partout. Donc en soi, une montre, ça va bien au-delà de la simple lecture de l'heure. On va en parler justement de ça. Il y a aussi
il y a aussi une petite histoire avec une Apple Watch au fur et à mesure du temps. Est-ce que tu veux bien en parler justement? Bien sûr. En fait, l'Apple Watch, c'était la toute première montre la toute première montre, entre guillemets, mais ça reste une montre connectée, que j'ai mise à mon poignet. D'accord. Et en fait, avant la Submariner, je m'étais un peu renseigné, pas autant, ça c'est vrai, mais j'avais commencé déjà à faire quelques recherches. Ouais. Et en fait, c'est l'Apple Watch série 2 qui m'a mis une montre au poignet. Et à partir de là, je me suis dit, OK, les montres, c'est cool, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que porter tous les jours la même montre, OK, c'est bien. Comme je faisais énormément de sport, parce que ma toute première passion, mais c'était le sport, en fait. Ouais. Je me suis dit, OK, l'Apple Watch, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, comment tu abordes la montre à titre personnel? Tu as constitué une collection et tu te dis, OK, aujourd'hui, je suis d'humeur plutôt Rolex ou d'humeur plutôt Audemars, ou comment tu vois la chose, justement? C'est vrai que la montre que je porte le plus, et je pense que je vais en froisser quelques-uns, c'est mon Apple Watch. Parce que j'ai toujours cette attache en fait, à la montre connectée qui me permet de faire énormément de choses, comme je fais aussi mais beaucoup de sport tous les jours. Donc en soi, j'ai toujours mis cette attache. Mais dès que je vais faire quelque chose d'un peu plus particulier, un événement ou différentes choses, mais qui nécessitent un peu plus de tenue, j'ai envie de dire, je vais mettre une belle montre. C'est vrai. Donc pour toi, porter une montre, c'est comme choisir c'est un bel objet pour s'habiller, finalement, aussi. Ouais, c'est ça, mais il n'y a pas que ça. D'accord. On va dire, c'est le prolongement de sa personnalité. Ok. Voilà. Comme toi, tu as une très belle montre aussi, tu vois. Mais voilà. Mais tu t'es peut-être dit, un jour, je choisis cette montre dans un but bien particulier, tu vois. Surtout que celle-ci, en plus, elle est symbolique. Moi, c'est plus des symboles, les montres. Voilà. Symbolique. Après, il y a beaucoup l'aspect social, mais l'aspect de réussite. Dans le sens, j'ai les moyens, je m'achète une belle montre, ça c'est vrai. Après, il y a l'aspect émotionnel, la montre du grand-père, la montre de son père. Il y a énormément de choses. Ouais. Typiquement, toi, dans ton cas, lorsque tu t'achètes une nouvelle montre, est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Parce que je sais, on va en parler, tu n'es pas forcément pour uniquement l'investissement dans les montres. Ouais. Donc, est-ce que tu attends certaines bonnes raisons, ou bonnes opportunités, ou certains contextes, ou tu te fais plaisir quand on a envie? Ouais, je me fais un peu plaisir quand j'en ai envie. Après, c'est vrai que souvent, j'attends mon anniversaire, Noël, peut-être un âge un peu particulier, tu vois, pour me faire un plaisir, mais peut-être même, tu vois, je suis quand même assez jeune, tu vois, j'ai 25 ans, mais je pense plus tard, mais pour une occasion particulière, tu vois. Je pense que les montres, au-delà d'afficher l'heure, faut aller bien au-delà de sa fonction primaire. Complètement. C'est une passion qui est riche, qui est dévorante limite, mais qui surtout coûte cher. Pour certaines, pas toutes. Pour certaines, ok, justement. Comment on fait quand on est passionné de montres et qu'on n'a pas forcément le budget? Après, il y a différentes possibilités. On peut économiser si on rêve forcément d'une montre un peu plus haut de gamme. D'accord. Mais après, il y a plein d'autres marques abordables comme Tissot, Seiko et même d'autres, et même dans les marques indépendantes, tu vois. Okay. Donc en soi, on peut se faire plaisir à n'importe quel type de budget. Donc ça, c'est cool. Ouais. Est-ce que dans ton cas, ça t'a poussé tu vois, moi, par exemple, il y a certaines choses qui m'ont poussé dans ma vie vers l'entrepreneuriat ou vers la performance ou vers le fait de step up au niveau de mes revenus financiers. Est-ce que toi, par exemple, le fait de te dire, OK, j'ai quand même envie de pouvoir me faire plaisir et de m'offrir certains types de montres, etc. plus tard, ça te pousse justement vers la performance entrepreneuriale? Un peu. Inconsciemment, peut-être? Un peu, oui, je pense inconsciemment parce que quand il y a des montres qui te font rêver, mais tu dis, putain, un jour, j'y arriverai. Il y en a une par exemple à laquelle tu penses? Ouais, j'avoue, j'aime beaucoup les marques indépendantes. Typiquement, mais les dernières Grobel Forcé tout en carbone qui sont incroyables. Typiquement, mais ça fait partie de mes montres, de mes rêves. Même aussi avec une autre Audemars en céramique. Mais qui vaut quand même un certain prix. On est sur quelle tranche de prix? Grobel Forcé, on est à 350 000 et la Audemars Piguet, prix boutique, parce que on sait avec le marché parallèle. Donc là, cette particularité déjà d'être tout en céramique, d'être équipé d'un quantième perpétuel et en plus de ça, d'être squeletté. Donc, mais c'est-à-dire que tu as ton mouvement et on est venu tu as ton mouvement, tu as ton cadran et on est venu l'ajourer pour voir le mouvement. D'accord. Et en fait, la complication de quantième, c'est l'une des complications les plus difficiles en fait à
réaliser. À réaliser. Donc, je crois qu'on est à 150 000 € prix boutique. D'accord. Voilà. Ok. Pour celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent et qui se disent mais c'est complètement aberrant de pouvoir mettre autant d'argent dans une montre, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Bah, quand on est passionné, on ne compte pas. Mais comme pour les voitures, comme pour les vêtements, comme pour les baskets, tu vois. Ouais. Enfin, un peu pour tout. Ok, certaines personnes vont mettre énormément d'argent dans une montre, mais il y en a qui vont mettre énormément d'argent peut-être dans les timbres, dans les appareils photo, dans les sneakers. Ouais. Tu vois, complètement. Dans les voitures aussi. Donc c'est essentiellement un marché de passionnés pour toi. Exactement. Okay. Enfin, de passionnés. Ça doit l'être majoritairement. Ça doit l'être. Après, effectivement, dans ces dernières années, il y a eu pas mal de spéculation je pense à cause de l'envolée des cryptos, qui a fait justement envoler les prix des montres, même si là c'est pas mal redescendu. Mais oui, c'est essentiellement un marché de passionnés à mon sens. On en reviendra, mais c'est vrai que c'est difficile d'établir des corrélations typiquement entre la bourse, la crypto ou la crypto et les montres. Mais on peut constater effectivement ça au pic de l'Ether, par exemple. Il y a eu un pic de pas mal de montres assez populaires. Les plus connues. Les plus connues, mais c'est vrai que les plus connues, mais c'est toujours Rolex, Audemars, Patek, Richard Mille. Ouais. Et c'est vrai que fin 2021, début 2022, quand le Bitcoin a explosé, quand toutes les cryptos aussi, l'Ether, etc., en fait, il s'est passé que beaucoup de marchands ont commencé à accepter la crypto-monnaie. Donc forcément, certaines personnes qui avaient les grosses baleines, qui avaient des crypto-monnaies, voulaient chercher un moyen pour défiscaliser, mais défiscaliser. Sortir leur crypto, quoi. Voilà, mais sortir leur crypto en physique, donc dans quelque chose mais qu'on touche, mais de palpable, sans payer les taxes. D'accord. Voilà. Ok. T'as beaucoup constaté ça dans ton entourage ? Pas dans mon entourage, mais je l'ai sur le marché globalement. Ouais, je l'ai beaucoup constaté, mais sur le marché. Où c'est vrai que beaucoup de gens qui avaient beaucoup de cryptos voulaient sortir ces cryptos en quelque chose de palpable. Voilà. Ouais. On en reviendra sur cette notion d'investissement, justement. C'est un des sujets que j'ai envie d'évoquer avec toi tout à l'heure, notamment des sujets controversés aussi qu'on va évoquer. Ouais. Question, qu'est-ce qui fait, du coup, tu l'as évoqué rapidement, qu'est-ce qui fait selon toi la magie des montres au-delà du simple fait de donner l'heure ? Tu l'as dit plusieurs fois, une montre, c'est pas juste fait pour donner l'heure. Ça, c'est clair. D'accord avec toi ? Ça sert à... honnêtement, une montre, de nos jours, mais ça sert à rien. Ok. Voilà. Mais du coup, ça sert à quoi ? C'est plus un aspect comment dire, c'est plus un aspect symbolique. Ouais, symbolique. T'as l'aspect statut aussi. Symbolique, statut. T'as aussi je l'ai dit un peu avant, mais tout ce qui est lié, tu vois, genre à la famille, à l'émotion, etc. Un héritage. Exactement. Après, mais c'est pas indéniable, mais il y a aussi l'aspect investissement pour certains. Effectivement, et puis il y a aussi l'artisanat d'art. Voilà, mais pour certaines pièces, quand on parle d'anglage, mais c'est-à-dire qu'une personne est venue avec un tout petit, j'ai oublié le nom, mais angler les angles du mouvement de la montre, et ça prend des dizaines, même voire des centaines d'heures pour faire un mouvement anglais. Mais on va bien au-delà, tu vois, mais de la simple lecture de l'heure, mais c'est comme une œuvre d'art. Ok, je vois. Et ouais, effectivement, là, tu évoques le fait qu'on va vraiment loin dans la production. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que les Suisses sont beaucoup réputés pour... Récemment, tu étais en Suisse, en plus. Ouais, c'est vrai. Pas loin de chez moi, en plus. J'étais à Fleurier. Ouais, j'étais à Fleurier. Juste en dessus de Neuchâtel. Ouais, je vois. Excellent. Pour visiter une manufacture, tu vois. L'une des plus grosses manufactures de mouvement haut de gamme, qui fournit énormément de marques très très connues. Et c'est vrai que j'en ai vu, et c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, par exemple ? Ce qui m'a le plus marqué, déjà, en fait, on est parti de la plaque en laiton du mouvement, parce que eux, ils sont vraiment spécialisés dans les mouvements. En fait, on est parti de la plaque en laiton classique jusqu'à l'assemblage du mouvement, et aussi avec les très grosses complications. Donc en fait, tu avais les complications, on va dire un peu classiques, comme les 3 aiguilles dates. Et puis ensuite, tu avais les complications beaucoup plus spécifiques, comme les quantièmes perpétuels, les chronographes flyback, etc. Où là, forcément, ça nécessite beaucoup plus de temps déjà d'assemblage. Et puis, généralement, c'est le même horloger qui, mais pour les grosses complications, qui assemble lui-même sa montre de A à Z. Son mouvement de A à Z. Ouais, ok, je vois. Un autre point aussi, c'est que certains disent que chaque montre a une âme, ou une histoire à raconter. Est-ce qu'il y a une montre
en particulier qui t'a marqué de par son histoire, etc. Si on fait abstraction de l'Apple Watch ou de la Submariner dont on a déjà parlé. Il y a la Royal Oak typiquement. Okay. La Royal Oak qui était celle-là, la Jumbo, en gros, quand elle est arrivée sur le marché en 1972, c'était la première montre en acier au prix d'une montre en or. Okay. Donc, mais pour te dire, mais parce qu'à l'époque, on était encore dans des montres très classiques, tu vois. Enfin, mais je sais pas si tu vois les montres un peu breguet, bracelet en cuir, rondes, 3 aiguilles classiques, etc. Ouais. Et là, pour le coup, on a vraiment innové. Enfin, on est parti, on s'est dit, ok, on va travailler l'acier de la même manière que l'on travaille l'or. Donc, déjà, cette montre a révolutionné, à mon sens, l'horlogerie. Et puis ensuite, tu as plein d'autres marques. Tu as Richard Mille, quand il est arrivé aussi en 2001, où il a dit, ok, je vais pousser l'horlogerie aux extrêmes. Donc, c'est-à-dire, je vais faire des montres très robustes, très fiables, mais avec un art horloger qui n'est pas comparable. Ouais. Donc, avec des finitions incroyables sur le mouvement, mais qui sont extrêmement fines, extrêmement légères et incroyables. Enfin, c'est top. Après, tu as plein d'autres marques aussi, mais plein de marques indépendantes. Ouais. Tu évoques Richard Mille, par exemple. J'ai envie de rebondir là-dessus. Ouais. 2001, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. En tout cas, dans il n'y a pas très longtemps, ouais. L'échelle de temps des marques de montres, etc. Qu'est-ce qui fait qu'en plus ou moins 20 ans, cette marque arrive à un niveau justement de notoriété, de visibilité, de standard. Quand tu as une Richard Mille, tu as un statut justement. Toi qui as une analyse aussi entrepreneuriale, marketing des choses, en plus de la vision passionnée, si tu devais évoquer 1, 2, 3 aspects ou points qui ont fait selon toi leur succès, qui pourraient être applicables à celles et ceux qui nous écoutent dans l'entrepreneuriat en général, c'est quoi? Le succès de Richard Mille? Typiquement, s'il y a 1 ou 2 points ou 3 points qui t'a en trigger. Sa plus grosse force a été qu'il margeait un peu plus que les autres. Même via un réseau de distribution, en fait, mais dès le début. Donc forcément, ça lui a permis de réinvestir plus et forcément de réinvestir, on va dire, dans l'influence, mais dans l'influence sportive. Donc, parce que quand on pense à Richard Mille, on pense à Nadal, par exemple, qui porte sa Richard Mille, mais quand il joue. On pense sinon à Charles Leclerc. Tu vois, mais on pense à tout un tas de sportifs qui portent leur montre, ou même à Bubba Watson, mais quand il fait du golf, il porte sa montre. Mais c'est-à-dire qu'une montre, normalement, mais qui n'est pas censée tenir à un coup aussi puissant, que ce soit au tennis ou au golf, ou même mais dans d'autres sports, là, il a réussi à faire ça. Donc déjà, mais tu as l'aspect technique. Ensuite, tu as l'aspect forcément marketing, donc que ce soit avec les différents sportifs. Et après, tu as tout ce qui était complications et tout ce qui était très art, tu vois. Mais dernièrement, il a fait la montre la plus fine au monde. Voilà, c'était une vraie prouesse, donc forcément, ça a fait parler. Ouais, complètement. Tu évoques justement qu'il a eu une marge plus importante que les autres. Oui, je pense. Ok. En général, c'est quoi la marge pour les manufactures sur une montre? Parce que c'est clair, nous, on voit le prix retail, on voit éventuellement le prix sur le marché gris, on va dire, marché secondaire. En moyenne, c'est quoi la marge? Ça va dépendre du mode de distribution. Si tu vends en direct ou si tu passes via déjà un distributeur, donc qui va distribuer auprès des différents détaillants, ou soit tu passes directement via ton antenne en interne dans les pays, et là, cette antenne en interne va distribuer aux détaillants. Donc, si tu vends en direct, je pense que la marge, elle est peut-être x3, x3,5. D'accord. Bon, après, ça va dépendre des marques, des modèles, etc. Mais il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Après, pour un réseau de distribution classique, donc en passant par la marque qui vend à un distributeur et ce distributeur vend aux détaillants, on est plus entre x6 et x8. D'accord. Voilà. Ok. Tout ça mène au fait que beaucoup de gens qui veulent se procurer certains types de montres. Oui. Et tu en parles sur tes réseaux. Tu parles notamment de la difficulté d'obtenir aujourd'hui une Rolex en boutique. Oui. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui se posent la question, parce que moi souvent même j'ai des gens qui me contactent, ils me disent est-ce que tu pourrais m'aider à trouver cette montre, comment on fait, comment ceci, comment cela. C'est quoi déjà, pourquoi c'est si dur et comment on fait pour se procurer la montre de ses rêves aujourd'hui? Alors, pour se procurer la montre de ses rêves, je pense qu'il faut s'armer de patience. Tu vois, forcément. Alors, pourquoi c'est aussi compliqué? Parce que effectivement, ces dernières années, donc que ce soit sur les marques très connues comme Audemars Piguet, Patek Philippe et Rolex, et même d'autres marques indépendantes, il y a un engouement sans précédent qui est arrivé.
sur l'horlogerie. Et donc, en fait, il y a eu un moment où il y a eu plus de demandes que d'offres. Même si Rolex, l'année 2022, c'est 1 200 000 pièces produites environ, ce qui est énorme. Mais sauf qu'ils ont tellement de variétés en fait, au catalogue, enfin tellement de configurations possibles, que ça soit les modèles, les couleurs, or acier, les cadrans, les index, diamants, pas diamants, lunettes serties ou pas serties, qu'en fait, pour avoir une configuration précise, les boutiques n'en reçoivent au final que pas grand-chose par an. Donc, si on cherche vraiment un modèle en particulier, c'est normal qu'on attende, parce que ça va dépendre de l'arrivage de la boutique. C'est vrai que les modèles les plus connus, comme la Daytona, la Submariner, la GMT et d'autres, il y a quand même régulièrement des arrivages. Mais si on cherche par exemple une Daytona en or acier avec, je sais pas, mais des index en diamant, tu vois, on va peut-être un peu plus attendre, mais que les autres. Mais bon, après, en fait, tout est une question d'offre et de demande, quoi. Complètement. Certains même évoquent le fait que parfois c'est une frustration qui est créée par les marques volontairement pour pouvoir justement créer ce désir et du coup une barrière à l'entrée. Toi qui es aussi qui a échangé avec bon nombre de gros acteurs du marché, est-ce que cette hypothèse est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Est-ce que c'est juste une légende urbaine? Elle est un petit peu vraie, je pense, parce qu'il y a vraiment énormément de demandes. Enfin, je te donne un exemple, mais quand j'étais dans une boutique Rolex, en train de parler normalement à un vendeur, dans les 2 heures, il y a 4 personnes qui sont venues pour une Submariner ou une GMT ou une Daytona. Donc quand tu as autant de demandes, tu peux pas en fait, mais tu peux pas faire plaisir à tout le monde. Tu vois. Et même les boutiques en fait, mais ne reçoivent que très peu de pièces. Mais typiquement, tu vois, en France, il y a 55 boutiques, en prenant en compte Monaco, grosso modo. Donc on sait que la France, généralement, enfin, la moyenne des montres Rolex reçues par boutique est d'environ 450-500 pièces par boutique. Par an. Tu vois, mais sauf qu'au catalogue de la marque, il y a plus de 2000 configurations possibles de modèles. Donc tu vois bien qu'en fait, il y a tellement de configurations possibles et qu'en fait, les boutiques ne reçoivent que très peu de pièces, enfin, très peu de pièces entre guillemets, même si ça reste quand même énorme. Mais c'est pour ça. Donc, cet engouement aujourd'hui qui est présent, qui est omniprésent, selon toi, il est dû à quoi? Il est lié à la spéculation. Et forcément, quand on voit une Rolex, quand on peut avoir la chance d'acheter une Rolex, une Audemars, une Patek, et que dans la journée, on peut la vendre 2 fois son prix, forcément, ça a attiré beaucoup de monde qui sont là, pas pour la passion, mais seulement pour faire de l'argent. C'est quoi ton avis sur ce sujet, justement? Moi, je suis quand même assez critique sur ça parce que j'ai aimé l'horlogerie par passion et non pas par spéculation. Donc effectivement, il y a l'aspect indéniable de la spéculation qui est présent et que beaucoup de passionnés prennent en compte. Ça, c'est sûr, parce que... Et je comprends totalement le fait de se dire, ok, j'ai une montre qui ne va pas perdre en valeur et si jamais j'ai un coup dur un jour, je pourrais la revendre et au pire, je récupère ma mise. Tu vois. Donc ça, je peux comprendre. Mais après, il y a beaucoup de gens qui étaient là seulement pour acheter et pour revendre. Et ça tue la passion. Parce que même si ces personnes-là, peut-être, vont commencer à aimer l'horlogerie, je trouve ça dommage de s'intéresser aux montres et à l'univers de l'horlogerie de manière générale, juste pour la spéculation. Ouais, complètement. Et je sais que c'est un petit peu la chasse aux sorcières pour beaucoup de boutiques de vente directe retail. Quelles sont les choses qu'ils ont mis en place concrètement ou qui mettent en place concrètement au quotidien pour éviter un maximum qu'il y ait des profils qui viennent en boutique, même des profils réguliers qui ont déjà une fiche client bien garnie, uniquement dans l'objectif et dans le but d'acheter pour revendre derrière avec une plus-value, notamment quand il y a des séries limitées qui sortent, etc., et que tu peux te positionner, que tu peux... Pour moi, ils filtrent beaucoup. Après, pour Rolex, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a tellement de... Et en fait, Rolex, mais chaque boutique Rolex est détenue par un détaillant, à part une boutique qui est sur Genève, où là, c'est Rolex en propre. Mais en fait, c'est le détaillant qui décide à qui il attribue les modèles. Même si Rolex est derrière et si jamais il sait qu'il y a une attribution peut-être un peu douteuse, tu vois, typiquement, le détaillant peut perdre sa licence et peut perdre Rolex, tu vois. Donc, d'ailleurs, ça s'est déjà fait. Enfin, il y a un détaillant où il y avait eu des attributions douteuses.
soit par dépôt de vin ou soit par différents avantages, tu vois. Et du coup, la personne en question s'est fait virer, mais le détaillant a perdu sa licence. D'accord. Rolex. Et pour revenir à ta question, mais comment ils mettent ça en place ? Il y a les listes d'attente, il y a les listes de souhaits même aussi. Et aussi, il se fie beaucoup à ce que tu as acheté. Tu vois. Genre, si tu es déjà client, forcément, mais si tu as dépensé beaucoup d'argent, forcément, tu vas avoir de manière plus rapide, les modèles les plus convoités et les plus désirés, tu vois. D'accord. C'est ça. Ok. Mais c'est très compliqué en fait à gérer aussi, mais pour les marques. Donc pour toi, c'est quasi impossible de mettre en place un organisme de régulation ou autre. C'est pas impossible, mais c'est très compliqué. Ok. C'est très compliqué, mais parce qu'en fait, il y a tellement de demandes et en fait, il y a tellement d'argent en jeu, tu vois. Mais c'est pas étonnant. Que ce soit pour les marques comme pour les. Exactement. C'est pour ça que chaque année, certaines marques augmentent leur prix et font 2 augmentations de prix dans l'année, tu vois. Ce qui est énorme pour une montre en acier, rappelons-le. Ouais. Le but, c'est de augmenter les barrières à l'entrée. Exactement. Exactement. C'est ça, mais parce que je pense que les marques se disent, OK, mais si le client final est prêt à mettre 2 fois le prix d'une montre, moi, je peux augmenter ma marge. Tu vois. OK, je vais augmenter de 5-10% le prix boutique et de ma montre. Ouais, c'est vrai que je l'ai constaté il y a de ça même encore quelques mois où il y a de ça 4-5 ans, tu voyais une montre X à tel prix, puis aujourd'hui elle a presque doublé de prix finalement. Exactement. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Dans des marques, même par exemple, même Cartier. Oui, ou partout. Partout. Incroyable. Et même les marques indépendantes, on n'en parle pas assez, mais même les marques indépendantes, certaines se sont alignées. Ouais, pas se sont alignés, mais ont connu en fait une spéculation sans précédente. Parce qu'en fait, mais ça fait découler beaucoup de choses, tu vois. Mais comme la Royal Oak, typiquement, mais les modèles les plus populaires, tu as la Nautilus de Patek Philippe et la Royal Oak d'Audemars Piguet. Mais comme ces 2 montres-là étaient inaccessibles, et certaines marques qui proposaient, pas la même chose, parce que ça sera jamais la même chose, mais comme l'Overseas de Vacheron Constantin ou comme la Laureato de Gérard Perregaux, elles aussi ont augmenté d'un coup parce que c'était lié en fait aux 2 modèles qui étaient devenus inaccessibles. Et en fait, certains collectionneurs se sont mis à trouver des déclinaisons, des alternatives plutôt à ce modèle. Et du coup, ils sont partis mais chez d'autres marques. Donc, ça fait du bien en fait à l'horlogerie parce que d'autres marques aussi pas ont contribué, mais d'autres marques sont devenues un peu plus populaires aux yeux du public. Et ça, c'est très cool. Mais bon, après, voilà. Ouais, c'est intéressant, c'est cette notion que tu as un acteur majeur, un ou plusieurs acteurs majeurs qui vient éduquer le marché global et puis créer le besoin, le désir dans le reste du marché, mais il ne peut pas l'absorber, donc du coup, ça crée des intérêts convergents autour de lui. Exactement. Exactement. Effectivement. Même si tu n'es pas forcément pour l'investissement dans les montres, mais il y a quand même certaines personnes qui, tu vois, vont avoir cette notion de vouloir se dire, OK, j'ai tel budget, j'ai envie de me faire plaisir, mais effectivement, ça représente quand même une grosse somme d'argent potentiellement pour moi. Forcément. J'ai pas envie, comme tu l'évoquais, j'ai pas envie d'avoir une dépréciation de cette montre trop importante. Et si un jour j'en ai besoin, je peux la revendre, au moins avec un prix qui s'est stabilisé ou alors éventuellement avec une petite plus-value. C'est quoi les points clés, les critères peut-être à prendre en considération quand on veut se faire plaisir et faire l'achat d'une belle montre, mais sans prendre, entre guillemets, trop de risques? Tu veux dire d'un point de vue financier, retail, ou d'un point de vue marché, tu vois, genre un peu plus secondaire? Les deux. S'il y a des différences, on peut les évoquer justement parce que plus tu vas aller sur un type de montre qui est assez populaire, plus de toute façon tu vas devoir t'orienter vers le marché secondaire. En général, si tu la veux tout de suite, oui. Si tu la veux tout de suite, c'est vrai. Mais si t'es quelqu'un comme moi, assez impatient, en général. Assez impatient, tu vas sur le marché secondaire. Et c'est vrai qu'on va dire. D'ailleurs, mais j'ai un petit cadeau pour toi à ce sujet. Ouais. Carrément. Mais en gros, tu vas d'abord prendre, comment dire, d'abord tu vas définir ton budget, tu vois. Tu vas dire, ok, combien je suis prêt à mettre pour accéder à cette montre. Après, le mieux, c'est d'aller voir une boutique spécialisée quand même dans ça, parce qu'on sait qu'il y a quand même énormément de fausses montres. Mais si on prend les marques les plus connues qui sont sur le marché, un peu moins, mais pour les marques indépendantes. Mais le mieux, c'est de se faire forcément conseiller par une boutique qui est spécialisée. Après, si vraiment on est fou
et qu'on veut tout faire soi-même, le mieux quand même, c'est mais d'aller sur des sites de revente entre particuliers, vraiment de faire très très attention, et c'est pas ce que je recommande, de faire très attention à ce que l'on achète et surtout à l'authenticité de la pièce. On va en parler ça, on va en parler des faussements, de l'authenticité, des fakes, etc. Carrément. Justement. T'en parles beaucoup sur tes réseaux, mais t'as un cadeau pour moi, tu m'as dit. Ouais, j'ai un petit cadeau pour toi qui est juste là. Excellent. Je crois pour fêter un des anniversaires. Un des anniversaires du podcast, exactement. Notamment, et des beaux résultats. C'est ça. Je t'ai missionné. Et une mission que tu as acceptée. Hop, avec grand plaisir. Hop, on va voir ça, on va le déballer ensemble. Je te laisse la déballer. Magnifique, magnifique. Hop, et on va justement en parler. On va en Carrément. Parler justement de Carrément. cette... Attends, je vais la déballer juste ici. Hop, pour celles et ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, premièrement, mettez 5 étoiles si ce n'est pas déjà fait. Et deuxièmement, allez sur YouTube pour voir ça. Oh, magnifique, j'aime bien ça aussi. Ouais. Alors, on va en parler. Est-ce que tu peux nous présenter cette jolie montre? Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment magnifique. Tu sais quoi? Je vais tout de suite la porter. Porte-la. Après mon Apple Watch, c'est la montre que je porte le plus. C'est vrai? C'est vrai. Ah, top, ouais, top, top. Et en plus, tu remarqueras... J'en ai une aussi. Aux couleurs du podcast. Bien sûr. C'est pour ça aussi que je l'ai choisi en rouge. Exactement. Hop, je vais enlever ça juste ici. Et pour te parler en fait un peu de la pièce, c'est Maximilien Busser qui a créé la marque MBNF, donc qui est un indépendant qui fait des montres très techniques, très poussées aussi aux extrêmes, avec des complications et des designs quand même vachement fous. Ouais. Mais c'est des pièces, mais c'est des pièces à 50 000, 200 000, 400 000 et voire plus. Ouais. Et forcément, un jour, il s'est dit, ok, faire ça, c'est cool, mais j'aimerais faire plaisir aussi peut-être à mes amis qui ont un peu moins de budget, et aussi genre à des passionnés aussi qui ont moins de budget. Ouais. Donc, il a créé la Madune, qui est en gros qui est cette montre-là. Bon, ça, c'est la deuxième édition. La toute première édition était la bleue. Est-ce que tu veux que je t'aide? Tiens, aide-moi juste à mettre le dernier cran. Carrément. Attends, on va faire ça. Tac. Ah, voilà. Je vais te faire ça proprement. Magnifique, vas-y. Et donc, en fait, cette toute première édition qui était... la première édition qui était la bleue, là, c'est la deuxième édition qui est la rouge. Ouais. Et il est parti sur un mouvement qu'il a retourné. Donc, en fait, il est venu retourner... Merci beaucoup. Il est venu retourner le mouvement pour avoir cet effet toupie et cet effet un peu end spinner. Ouais. Parce que forcément, quand une montre... Parce que là, ce qu'on voit, mais c'est la masse oscillante. Mais dans une montre automatique, mécanique à remontage automatique, ce qui permet de recharger une montre, c'est la masse oscillante. Voilà. Est-ce qu'elle est à ta taille? Ouais, elle est parfaitement à ma taille. Ok. Hop. Magnifique. Parfait. Et donc, en fait, il a retourné le mouvement pour avoir cet effet toupie. Et l'heure, on la lit juste là. Ok, ouais, bien sûr, ouais. Qui est vachement... Et d'ailleurs, c'est toi qui m'as fait découvrir cette montre. Exactement. Lorsque tu es venu à un de nos events au Meetworking. C'est vrai. Et je me suis dit, waouh. En fait, ce que j'aime dans cette montre, c'est justement qu'elle est complètement... elle n'est pas anodine, tu vois. C'est vrai. Hyper originale. Et aux couleurs du podcast, justement. Et le rouge, carrément. Donc je la mettrai pour chaque épisode. Et le rouge qui est ma couleur préférée, sache-le. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Du coup, depuis tout petit, bon le rouge. Pourquoi le rouge? Pourquoi le rouge? Ouais, non, je saurais pas te dire pourquoi. Tu vois. Okay. Mais ça a toujours été le rouge. Mais c'est une couleur excitante, tu vois. Ouais. C'est le rouge. Mais c'est une très belle montre. Et moi, j'adore la porter parce qu'en fait, ça parle aux passionnés et aux non-passionnés. Parce que les non-passionnés se disent, waouh, mais qu'est-ce que c'est? Et c'est vrai que la première fois que tu m'as vu avec, tu t'es dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé à te parler de l'horlogerie, de l'histoire, etc. Et donc, en fait, j'aime énormément porter cette montre parce que justement, ça permet de raconter l'histoire de l'horlogerie et de parler en fait de la passion que j'ai pour l'horlogerie. Complètement. Et ce qui est intéressant, tu vois, ce qu'elle retranscrit aussi, c'est que y a plusieurs façons d'aborder l'horlogerie. Il y a plusieurs façons de construire une montre. Il y a plusieurs façons de porter une montre aussi. Et est-ce que c'est aussi ça? On va introduire ce sujet maintenant, mais on va en parler peut-être, on va revenir sur certains sujets qu'on a évoqués tout à l'heure par la suite. Mais est-ce que c'est aussi ça qui t'a donné l'envie de maintenant devenir un acteur de ce marché-là, avec notamment le projet pour toi de créer une marque de montre? Ouais, c'est ça. Ok.
Bah forcément, parce que quand on commence l'horlogerie, enfin, on commence par les marques les plus connues. Donc, il y a les marques qu'on a citées, Omega, Breguet, Breitling, etc. Et ensuite, pour moi, l'horlogerie, c'est un chemin. Et donc, tu commences forcément par les marques les plus connues parce que c'est celles qui ont le plus de visibilité. Et après, tu commences à t'intéresser à ce qui sort un peu plus des codes, enfin, à ce qui est un peu disruptif, comme ça, ou comme d'autres marques. Tu vois. Et à partir de ce moment, je me suis dit, ok, c'est très bien, mais j'aimerais bien faire une montre que j'aime avant tout et à mon image. Donc une montre fine, une montre avec quelque chose d'unique, enfin un jeu en fait avec un peu l'espace, etc. Et si tu veux, la marque que je suis en train de lancer, qui va être une marque de luxe, mais c'est-à-dire qu'en gros, le mouvement sera anglais, le mouvement sera squelette, tu auras aussi une pierre provenant mais de l'espace, mais pas sous forme de cadran, mais sous une nouvelle forme. La montre sera fine, 40 mm de diamètre. Enfin, j'ai vraiment voulu faire une montre à mon image. D'accord. Voilà. Se lancer dans un tel projet à 25 ans, en autofinancement, j'imagine, ou en tout cas au départ, c'est ça. C'est quand même ambitieux, c'est audacieux aussi. Oui. Et c'est quoi les étapes? Parce que là, c'est vraiment un projet de passionné et c'est pas simple, j'imagine. Ah, c'est pas très simple. Ça, c'est clair. J'avoue que la chaîne m'a beaucoup aidé sur ce sujet. Déjà pour comprendre le milieu et aussi pour aller voir mes différents acteurs, comme mon fabricant de mouvements. Il a fait des mouvements pour les marques les plus connues, comme mon fabricant de bracelets aussi. Il a travaillé aussi pour les plus grosses marques, etc. Mais c'est vrai, ok, je connaissais l'horlogerie, mais je connaissais pas l'envers du décor. Et en fait, j'ai appris au fur et à mesure, tu vois. Et c'est à ce moment-là que tu te dis que lancer une marque de montre, ok, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, tu as différentes manières de lancer une marque de montre. En gros, tu as les marques préfaites que tu achètes sur des catalogues, en fait. Et que juste, tu apposes ton nom. Donc ça, on va dire que ça, c'est le plus bateau. Et franchement, à mon sens, ça n'a aucun intérêt. Après, tu as les marques qui nécessitent quand même une certaine réflexion, tu vois, où tu vas dire, ok, je vais changer un cadran, ok, je vais changer des index, je vais changer une aiguille, je vais peut-être changer de mouvement. Et puis ensuite, tu as les marques où en gros, où là, on a fait appel aussi à un designer. On s'est dit, OK, je veux que ma marque elle fasse ça. Je vais trouver un designer en adéquation pour ça et qui va, à l'aide de son expérience, des différentes choses mais qu'il a pu faire, créer un design. Et après ce design-là, tu vas aller voir un bureau d'études, mais qui va te dire déjà si c'est faisable ou non. Et quand c'est faisable, après, tu vas voir mes différents sous-traitants, mes différents acteurs. Et après, mais c'est parti. Après, il y a des bureaux d'études qui font tout de A à Z, mais qui sous-traitent après au fur et à mesure. Mais c'est vrai que j'ai vraiment voulu mettre l'accent sur une montre qui me correspond avant tout et dont je suis fier de porter. Tu vois. Donc voilà. Et puis aussi, mais avec des matières un peu folles, comme du titane microbillé, comme du carbone, mais pas du simple carbone. Mais ça va être un carbone un peu mélangé. Tu vois. C'est avant tout, c'est me faire plaisir moi et faire quelque chose dont tu es fier. Ouais, exactement. Avant tout. Et justement, combien, sauf si c'est indiscret, combien ça coûte de créer, lancer, réfléchir, produire une marque de montre? Ça c'est tu vois, la valeur perçue aujourd'hui du monde horloger et des montres est tellement élevée qu'on pourrait se dire c'est énorme ou alors ça l'est réellement. Je ne me rends pas du tout compte. On est sur quoi? Demain, quelqu'un veut lancer sa marque. À quoi il doit s'attendre? Après, ça va dépendre. Qui plus est d'ailleurs avec la qualité de recherche, le niveau de précision, de détail, de matériaux que tu viens d'évoquer ici. Typiquement, on est sur une fourchette entre 50 et 100 000 déjà. Voilà. Après, si on veut vraiment développer un mouvement, donc c'est-à-dire qu'on part pas sur une base existante, mais qu'on développe un mouvement, là, ça se chiffre en millions. Mais si on part sur un mouvement existant et qu'on vient personnaliser, rajouter une complication, rajouter certaines choses, etc., c'est dans ces prix-là. 50 et 100 000 pour un modèle? Ouais. Ok.
Ouais, donc il faut effectivement Oui. bien anticiper la chose, quoi. Franchement, ça fait très peur, Ouais. mais c'est du challenge, mais c'est de l'inconnu. Moi, j'aime bien me lancer dans des trucs que je connais pas. Et forcément, enfin, même si je connaissais un peu de loin, mais cette partie-là, non. Et c'est ce qui m'a le plus plu, tu vois. Et je me dis, ok, je vais faire une montre à mon image. Bon, même si j'arrive pas à trouver typiquement les 100 personnes qui seront prêtes à l'acheter, j'aurais appris des choses. Ok. Tu vois, je me dis, ok, certes, peut-être que ça va être un échec, même si je n'espère pas et je ferai tout pour ne pas que ça le soit. Ouais. Mais je me dis, ok, j'aurais appris des choses. Okay. Et de cet apprentissage, ça me permettra de me relever encore plus fort et de ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai fait. Voilà. En lançant la première fois. Exactement. Lorsque tu as lancé ta chaîne, on t'aurait dit dans 3 ans, tu lances ta marque de montre comme ça. Tu l'aurais cru ou pas? C'était déjà un projet? Ça t'a toujours animé? Pas du tout. À partir de quand, du coup, tu as eu ce déclic? Ouais, cette envie de... Quand une première marque m'a contacté pour me proposer une montre en échange d'une vidéo. Ok. Je ne saurais pas te dire laquelle parce que j'ai oublié. Mais c'est là que je me suis dit, ok, donc ça veut dire que des marques sont prêtes à me donner une de leurs montres en échange d'une vidéo. Donc ça veut dire que c'est quand même assez important. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment voulu faire quelque chose de qualitatif. Et aussi, chaque vidéo, c'est un moment où j'apprends un peu plus l'horlogerie, que ce soit avec des invités ou même tout seul. Ouais. Ma chaîne, c'est en gros, j'essaye que ça soit comme un dictionnaire, tu vois. Et la personne qui veut apprendre quelque chose sur un sujet précis trouve sa réponse. Et c'est ce que j'essaye de faire parce que moi-même, je suis passé par là. Ouais. Donc, que ça soit avec des invités. Mais c'est pour ça qu'il y a souvent des invités mais sur ma chaîne parce que j'ai pas les connaissances pour. Moi, je retransmets seulement ce que j'apprends. Donc, forcément, je fais appel à des gens qui ont plus de connaissances que moi pour expliquer leur point de vue, l'histoire, etc. Et puis ensuite, mais c'est sous forme de débat. Complètement. Et il y a un point commun quand même pour la plupart des invités que tu as eus, notamment ceux que j'ai cités, c'est qu'ils ne sont pas juste passionnés, mais c'est vraiment des talents, des entrepreneurs de génie souvent. C'est vrai. Il y a aussi une notion de marketing, de compréhension du marché, la psychologie du marché, etc. Si on en revient aussi au sujet global du podcast où on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, toi, avec toutes les discussions que tu as pu avoir avec différents grands noms, grands acteurs de l'industrie horlogère aujourd'hui, c'est quoi celle qui t'a le plus marqué d'une part, et puis ce que tu as pu en tirer d'autre part? Ouais. Déjà, mais c'est Jean-Claude Biver. Ouais. Parce que déjà, on était en plein Covid. Il m'invite chez lui. Mais dans le sud, mais pour tourner l'interview. Donc, on part avec des potes, en fait. On prend la voiture de Paris, et puis on descend. Bon, mais on s'est fait quelques jours aussi, mais dans le sud, tu vois. Genre, je me dis, ok, il me connaît pas, il sait pas qui je suis, mais il m'invite chez lui parce qu'il est passionné et il est prêt à me retransmettre cette passion et ce quelque chose mais qui l'anime, tu vois. Et donc déjà moi, ça m'a beaucoup surpris. Et pendant qu'on était en train d'enregistrer, il a dit une phrase, c'est que pour lui l'horlogerie de base, mais c'était pas une passion, tu vois. Et en fait, c'est juste parce qu'il était curieux, parce qu'il a vraiment cherché en fait à apprendre et à lire, à questionner des gens, à se renseigner, que l'horlogerie lui a pris. Et puis après il a fait énormément d'autres succès comme Blancpain, et puis ensuite il est rentré dans Swatch, Hublot et tout, mais c'est vrai que c'est la rencontre qui m'a le plus marqué. Ouais, mais parce que c'était super inspirant et franchement il m'a donné plein de conseils que j'ai appliqués par la suite. C'est ça. Et finalement aussi, tu t'es un peu identifié à cette fameuse phrase parce que j'ai l'impression que Exactement. Dans ton parcours, c'est ce qui s'est passé. C'est vrai, quand il m'a dit la phrase, je m'y attendais pas, tu vois. Enfin, il m'a dit mot pour mot, j'avais pas de passion, j'ai eu cette passion par l'horlogerie parce que je l'ai voulu. Donc ça veut dire qu'en faisant quelque chose qui nous plaît et qui nous anime, on peut tout apprendre. Même si certains auront plus de difficultés que d'autres. Moi, j'avoue, le fait que j'aime pas lire et que j'ai eu beaucoup de difficultés, tu vois, à l'école, ça a pris beaucoup plus de temps. Parce que j'ai du mal à comprendre les choses, etc. Mais
je me suis dit, OK, je vais y arriver et je vais me donner les moyens d'y arriver. Et c'est ce que j'ai fait. Et je dis pas que j'ai réussi, mais j'ai quand même réussi à bâtir quelque chose mais de très cool. Ouais. Donc ça j'en suis fier. Ouais. Tu t'amuses bien. Ouais, c'est ça. On va revenir sur certains sujets, mais j'ai envie de rester rapidement sur Jean-Claude Biver. Mon associé... que tu as interviewé. Ouais, exactement. En plus. Ouais, c'est ça. Mon associé Amine l'avait contacté justement pour qu'on l'interviewe dans le cadre de notre mastermind. C'était en 2021, sauf erreur. 2021 ou 2020. Non, 2021. Personnage passionnant. Alors nous, on ne l'avait pas fait en physique, on l'avait fait sur Zoom. Il était aussi dans sa maison du Sud, dans sa véranda. Et ouais, c'était quelque chose, cet échange. Tu évoques le fait qu'il y a plusieurs conseils que tu as appliqués, qui t'a donné. Est-ce que tu peux nous en partager au moins un qui t'a marqué d'un point de vue entrepreneurial, par exemple? Le fait d'être toujours régulier et d'être toujours discipliné dans ce qu'on fait. Parce que je pense que la clé du succès, c'est la discipline et la régularité. Parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de gens qui veulent du succès très rapidement. Mais les gens qui ont fait fortune, principalement, ce sont ceux qui avaient beaucoup de discipline et beaucoup de régularité. Donc, ils ont fait on va dire qu'ils ont semé plusieurs petites graines au début pour créer un arbre, tu vois. L'effet cumulé, quoi. Exactement. Ce que tu fais avec ta chaîne, ce que tu fais avec... Exactement. Je pense que la clé du succès, c'est la régularité et la discipline. Ouais, complètement. Je veux revenir sur un point aussi, parce que le nerf de la guerre aussi de beaucoup de créateurs de contenu, c'est qu'à un moment donné, ils puissent vivre de leur création de contenu. Oui. Aujourd'hui, tu peux vivre de ta création de contenu. Ça t'a ouvert de nombreuses portes, tant sur le plan professionnel, donc réseau, networking, des portes aussi pour la création de ta marque. Ça va peut-être que même clairement les premiers... acheteurs ou investisseurs dans cette marque vont être issus de ta communauté qui te font confiance depuis des années maintenant. Tu évoquais aussi le fait que tu as eu une fois une proposition où quelqu'un a voulu t'offrir une de ses montres, une marque a voulu t'offrir une de ses montres en échange d'une vidéo. Sans citer la marque, c'était une montre qui valait quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros. Ouais, quelques centaines d'euros. Ok, d'accord. On m'a jamais proposé une montre à quelques milliers d'euros. Pas encore, en tout cas. J'aurais bien aimé. Mais parce que clairement, chaque vidéo peut clairement avoir un impact. Et je l'ai vu. Auprès de la marque. Et je l'ai vu, franchement, j'avais fait un partenariat, mais c'était même, mais c'est dernièrement où je me suis vraiment rendu conscience des choses, où effectivement, la marque avait pratiquement vendu tout leur modèle en fait. Juste avec une vidéo, Et elle fait combien de vues 30 000. Ok. Un peu plus, je crois. Donc finalement, je ne sais pas quel était le nombre d'exemplaires de ce modèle, mais 30 000 vues. 200 de mémoire. Ok, tu projettes ça sur un taux de conversion, ça reste un taux de conversion relativement intéressant. Ouais, quand même énorme, mais c'est surtout que c'était des montres à 3 000 francs. Comme ça. Ok. Donc, mais c'était quand même impressionnant. Après, bien sûr, je ne travaille pas avec n'importe quelle marque. Et d'ailleurs, je vais travailler de moins en moins avec des marques parce que j'ai toujours envie, mais depuis que j'ai créé la chaîne, j'ai toujours eu envie de dire ce que les autres pensent tout bas. J'ai toujours envie de le dire. C'est pour ça que sur ma chaîne, tu vas retrouver des gros reportages pas en charge envers les marques, mais envers certaines marques, mais plutôt dire, OK, attention, cette marque-là, il y a ça. Attention, cette marque-là, il y a ça. Et j'ai toujours voulu garder en fait mon indépendance et garder ma parole, parce que c'est vrai que forcément, et je le vois beaucoup, c'est que certains médias, en fait, comme il y a des annonceurs et comme ils dépendent de ces annonceurs, forcément, ils vont un peu, tu vois, ils vont perdre leur langue quand ils vont parler, des fois, de certaines marques. Mais certaines marques qui pensent être pas terribles, finalement, ils vont dire que c'est très bien et que c'est top. Ils vont être biaisés. Exactement. Okay. Et sur ça, je veux garder mon indépendance, quoi qu'il arrive. Donc, mais c'est pour ça que je travaille qu'avec des marques qui ont déjà ma vision. Et puis après, si on peut pas travailler ensemble, c'est pas grave. Aujourd'hui, faire un contenu, une vidéo ou peu importe le type de package que tu proposes, sur ta chaîne, ça coûte combien ? Ça va dépendre de beaucoup de critères. Parce qu'en fait, on fait des packs de visibilité, grosso modo, où en gros, comme j'ai plusieurs réseaux, TikTok, Instagram et YouTube, donc en fait, tu as soit la vidéo YouTube, soit le TikTok, soit l'Instagram, ou soit les trois en même temps avec des placements successifs, mais ça peut aller de 4 000 à 20 000, grosso modo.
Ouais. Ce qui fait que justement, ça donne aussi de la visibilité sur enfin, là, ce que je mets en exergue et ce que je veux mettre en exergue auprès de celles et ceux qui nous écoutent, c'est pas la somme en tant que telle. C'est le fait qu'aujourd'hui, tu as certes une communauté, mais tu n'as pas non plus des millions et des millions d'abonnés. Exactement. En revanche, tu as des abonnés qui sont qualifiés, tu es niché. Et du coup, plus tu as des abonnés qualifiés dans une niche où il y a peu d'acteurs aussi, plus ça a de la valeur. Ouais, c'est vrai. Et tu vas gagner possiblement beaucoup plus d'argent sur un partenariat, un placement, tout en mettant en avant un produit de qualité auprès de ta communauté. Exactement. Et qui te tient à cœur, qu'un influenceur qui aurait 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés. Bien sûr. Et ça, c'est important parce que souvent, justement, on corrèle trop le nombre d'abonnés à ce qu'on va gagner ou autre. Et puis, on décorrèle aussi cette notion de plaisir, cette notion de passion que tu as voulu garder. Et tu fais bien de le mettre en avant. Ouais. Exactement, parce que en soi, la réputation n'a pas de prix. Ouais. Et c'est ce que je me suis toujours dit. Ok, je vais prendre peut-être 10 000, mais pour une vidéo. Parce qu'effectivement, mais quand les cryptos étaient très hauts, il y a peut-être une dizaine de marques de crypto qui m'ont proposé mais des sommes quand même assez conséquentes, tu vois. Et j'ai dit non, parce que non, c'est pas ce que je souhaite. Et une crédibilité vaut bien plus que plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ouais, complètement. C'est clair. D'accord. Complètement d'accord avec toi. Ouais. Donc, mais c'est ce que j'essaye. C'est ce que j'essaye de faire. Voilà. Parfait. Un autre sujet, tu disais là il y a quelques instants que sur ta chaîne tu mets en avant par exemple des choses que, enfin tu dis tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Ouais. C'est quoi un des trucs qui t'a le plus marqué, choqué dans l'industrie horlogère aujourd'hui, une aberration que tu vois, qui est redondante, qui est récurrente, que tu aurais envie de partager ici dans cette vidéo? En fait, c'est pas une aberration, c'est plus une prise de conscience. Ok. Parce que, en fait, quand tu commences dans l'horlogerie, tu te dis, ok, toutes les montres, enfin, des marques les plus prestigieuses, toutes les montres sont manufacturées, faites eux-mêmes. Et c'est vrai que quand on pense au Swiss Made, on pense à l'horloger qui est sur son établi avec son monocle, mais qui monte sa montre. Mais sauf que la montre, au final, elle coûte 500 €, tu vois. Ouais. Enfin, mais c'est une montre Swiss Made qui coûte 500 €. Et en fait, quand tu creuses un peu plus sur ça, il y a énormément de marques qui arrivent à contourner ce Swiss Made. Et honnêtement, les gars, enfin, mais faut se le dire honnêtement, une montre qui coûte moins de 1 000 € et qui est Swiss Made, c'est limite impossible. Parce qu'en fait, le coût en Suisse, que ça soit le salaire, que ça soit la main-d'œuvre, que ça soit les infrastructures, que ça soit tout. Taxes. Exactement, tu peux pas arriver à une montre aussi peu chère et qu'elle soit Swiss Made en fait. Tu vois. Donc ça m'a beaucoup surpris parce que même quand j'ai commencé aussi à faire ma marque, j'ai vu aussi des sociétés qui arrivaient en fait à te proposer une montre Swiss Made pour 200 €. Mais c'est du Swiss Made parce que c'est un jeu au niveau de la facturation, tout ça. Et moi je trouve ça dommage parce que du coup le client final est biaisé parce qu'il se dit ok, mais moi j'achète ma montre Swiss Made et je suis sûr qu'elle a été faite par un horloger, tu vois, dans son atelier, tout ça. Non. Mais c'est faux. C'est faux. Voilà, c'est faux. Et après, tu as toutes les marques de luxe et tout ce qui est aussi un peu secret sur le fait qu'il y ait des montres manufactures. Beaucoup disent que leurs montres sont manufactures, mais en fait, ils font appel à des sous-traitants qui sont très très bons. Ça, aucun doute, mais sur les sous-traitants. Mais c'est cette part en fait de flou qu'il y a sur leur mouvement où ils vont dire ok, mais regarde, je fais ma montre en interne chez moi, alors qu'en fait c'est faux. Il y a des marques qui sont très transparentes sur ça et qui vont le dire, et il y en a d'autres qui vont pas le dire. Voilà. Et je trouve ce qui est dommage, c'est les marques qui vont pas le dire parce que le client final va se dire ok, mon mouvement vient de chez X et voilà, et je sais que ce sont les horlogers de X qui l'ont fait, qui ont construit le mouvement et tout, mais alors que c'est faux, alors que en fait cette marque en question a fait appel à des prestataires qui sont très très bons et qui fournissent énormément de mouvements, bracelets, boîtiers, tout, tout ce que aiguilles, etc. Mais on peut pas tout faire, tu vois. Quand tu dis chez Rolex tout est fait en interne. Mais ils vendent bien des bracelets en cuir. Mais sauf qu'ils les élèvent pas des vaches, tu vois. Donc forcément, ils font appel à des prestataires, tu vois. Et même leurs bracelets en caoutchouc, ils sont pas spécialisés dans le caoutchouc, Rolex. Donc ils vont forcément aussi faire appel à des prestataires. Et même la météorite, ils sont pas spécialisés dans la météorite, donc ils vont faire appel à des prestataires. C'est juste ça. C'est cette part en fait un peu de flou que tu as. Ouais, je vois. Tu évoques le Swiss Made.
moi, ça m'arrange bien parce que je suis, T'es suisse, ouais. et je vois tout à fait. Mais c'est vrai que la plupart des marques horlogères aujourd'hui, en tout cas celles que je peux voir autour de moi ou autres, on est toujours quasiment sur du Swiss made. Ouais. Dans ton cas, par exemple, est-ce que ta marque, tu la veux Swiss made? Ouais, elle va être Swiss made. Voilà. Pourquoi justement tu la veux Swiss made? C'est un gage de qualité finalement aujourd'hui, c'est quasiment un standard lorsque tu fais du luxe. Et pourquoi justement il y a autant de valeur perçue sur le Swiss made? Ça aurait pu être France made ou peu importe, tu vois, mais Swiss made. Made in France. Ouais, bah franchement, j'ai eu cette grosse question. Swiss made ou made in France. Ok. Il y a beaucoup de marques made in France d'ailleurs. Ouais, il y en a pas mal. Okay. Mais c'est encore pire. C'est en fait limite, je peux te faire une montre full Asie et donc forcément, je vais réduire mes coûts. Et je vais seulement te poser le jeu d'aiguille mais sur la montre. Et je peux te dire que la montre est made in France. Ok. Mais c'est des conneries, tu vois. Et c'est ce que je trouve dommage. Alors pourquoi j'ai choisi le Swiss made? Et ça a été une grosse question parce que de base, je voulais un peu que la montre soit française, tu vois. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des acteurs du milieu qui font des montres et des très belles montres. Mais ce que je voulais faire, le savoir-faire est en Suisse. D'accord. Donc, je suis allé naturellement en Suisse et aussi les montres suisses résonnent dans le monde. Les Français sont connus pour le luxe, donc que ça soit LVMH, les Hermès, etc. Voilà, donc tout ce qui est textile, tout ce qui est vin, tout ce qui est alcool, et joaillerie aussi, tu vois. Mais les montres, c'est la Suisse. Donc forcément, j'ai choisi naturellement la Suisse parce que ça parle partout dans le monde. Enfin, les montres suisses résonnent. Voilà. Ok. Et justement, qu'est-ce qui fait selon toi, là tu l'évoques indirectement, c'est la technicité, le savoir-faire. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font selon toi justement cette notoriété du Swiss made dans le monde de l'horlogerie? Déjà, ils ont été beaucoup précurseurs de l'horlogerie. Donc les antécédents? Ouais, enfin depuis des centaines d'années, parce qu'on sait que ce sont justement les paysans qui, pendant les hivers très rudes, se sont mis en fait à faire des montres. Même si c'est vrai que l'horlogerie a aussi beaucoup d'histoires avec la France, que ce soit Louis Breguet, qui a été un très grand inventeur et qui a inventé, honnêtement, je pense, énormément de choses. Voilà. Mais c'est vrai que le savoir-faire suisse est un gage de qualité. Ça, c'est vrai. Même s'il y a des marques qui jouent sur les propos, comme les montres à moins de 500 € qui sont Swiss made. Ok, mais ça, c'est sur le papier. Mais la vraie raison, c'est que faire du Swiss made à ces prix-là, c'est impossible. Ouais, complètement. Je reviens sur un sujet qu'on a brièvement évoqué tout à l'heure. Ouais. On en parlait lors de l'investissement, lorsque tu recherches à investir dans des montres. Tu disais, l'authenticité des montres. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un grand sujet, notamment quand même on me contacte pour trouver telle ou telle montre et que je vais mettre en relation telle ou telle personne. C'est un sujet. Lorsqu'on va sur Internet et qu'on veut trouver notamment des modèles spécifiques, Rolex, Audemars ou autres assez populaires, mais en particulier Rolex, il y a toujours cette zone de doute, zone de flou. Bien sûr. Et on peut voir même, tu le fais sur ta chaîne. C'est ce qui m'a fait connaître. Des analyses, est-ce que cette montre est vraie, est-ce que cette montre est fausse? D'ailleurs, j'aime bien regarder ce type de vidéos, c'est assez sympa. Qu'est-ce qui fait finalement l'explosion des fausses montres et quels sont peut-être aussi les avantages, les inconvénients liés à ça, les choses que les marques mettent en place ou peuvent mettre en place pour éviter ça, et aussi surtout comment être vigilant face à ça pour celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être veulent investir. Parce que moi, j'ai déjà eu le cas, j'ai des gens qui se sont fait avoir, que je ne connais pas directement, mais qui se sont fait avoir et qui ont pensé acheter une vraie. En tout cas, ils ont acheté une fausse quasiment au prix d'une vraie. Ouais, ça arrive, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il faut toujours acheter auprès d'un professionnel qualifié. Et c'est pour ça que ce que je conseille, moi, c'est d'éviter la vente entre particuliers et vraiment de faire appel à une boutique, etc. Ça, c'est très important. Mais c'est vrai que la contrefaçon a tué enfin, pas tué l'horlogerie, mais on va dire...
Une anecdote, il y a plus de fausses montres Rolex en circulation que de vraies montres. Tu vois. Ok. Ouais. Même avec 1,2 million de montres sorties en 2022, par exemple. Oui. Parce que les gens veulent ce côté statut. J'ai une Rolex parce que j'ai réussi. Tu vois, mais tu as la phrase de Séguéla, si on n'a pas une Rolex avant 50 ans, mais c'est qu'on a raté sa vie. Ouais. Mais en fait, les gens veulent une Rolex beaucoup pour le statut, et même d'autres marques beaucoup pour le statut. Encore plus à l'ère des réseaux sociaux. Encore plus à l'ère des réseaux sociaux où il faut se montrer avec dans un jet, sur un yacht, avec une belle montre, etc. Tu vois. Ouais. Mais tout ça a eu forcément une ampleur et a poussé à ceux qui n'avaient pas forcément les moyens d'acheter des fausses montres. Ouais. Tu penses que c'est la seule motivation pour acheter des fausses montres ? Je pense que c'est la principale. D'accord. Déjà. Après, forcément, il y en a d'autres aussi où aussi tu as l'aspect vol qui est beaucoup pris en compte. Et je sais que certaines personnes ont la vraie qui est au coffre et la fausse au poignet. Ouais. Pour éviter de se la faire voler. Mais la contrefaçon et le vol tue la passion, forcément. Parce que je me dis, ok, t'as peur de te la faire voler, mais dans ce cas-là, soit tu portes pas de montre et tu la portes dans une autre situation, ou soit sinon tu vas sur une autre montre, beaucoup plus abordable, tu vois, qui peut inspirer des codes quand même assez connus, mais à 500 €, tu vois, mais tu as des très belles montres. Okay. Même à 500, 200, 1000, même un peu plus, tu vois. Tu as des montres très correctes et à mon sens, tu n'as aucun risque, entre guillemets, mais qu'on te la vole. Si tu devais nous donner le top 3 des marques et modèles entre 500 et 1000 € que tu recommanderais, qui sont des très belles montres, parce que je suis persuadé qu'il y a des gens qui nous écoutent qui justement commencent à s'intéresser à ça, ont envie de porter une belle montre pour être bien habillé, etc., mais ne savent pas du tout. Premier conseil, moi je leur dirais d'aller regarder ta chaîne, parce que je sais que c'est des sujets de vidéo que tu traites, mais là comme ça, dans le cadre du podcast... T'as Citizen, qui font des montres vraiment top, très bon rapport qualité-prix. T'as Seiko aussi, qui font des montres très bon rapport qualité-prix. Tissot, avec sa PRX, qui je trouve est très très cool. J'adore celle-ci. Ouais, tu vois, genre... je l'ai offert 3 fois à des amis, etc. Tu vois, j'adore. Elle est sublime. Après, qu'est-ce que t'as ? Après, si tu pars dans d'autres marques, t'as Baltic, tu vois. Baltic, Yema, dans des petites marques françaises qui sont très très cool et qui ont un style un peu pour se différencier, tu vois, un peu. Mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ouais. Un autre point, justement, c'est ce truc du statut, de l'image que ça dégage de porter telle ou telle montre, etc. Oui. Toi qui gravites dans ce milieu, dans cet univers et autres, c'est quoi ton avis, ton a priori sur ça aujourd'hui ? Ouais, après, c'est vrai que beaucoup achètent des montres, enfin surtout les plus connus pour le paraître, ça c'est vrai, pour l'image. Et on va pas se mentir que quand on est dans un rendez-vous plus ou moins important et qu'on a une belle montre à son poignet, ça fait la différence. Genre réellement. Tu l'as déjà constaté ? Ouais. Vraiment. C'est-à-dire que je sais que si j'avais porté mon Apple Watch à ce rendez-vous, je pense que le rendez-vous aurait pris une autre tournure. Parce que forcément, en portant cette montre-là, je montre que je connais, que je sais de quoi je parle, tu vois, que je suis un connaisseur, quoi. Et donc forcément, si la personne en face est réceptive, forcément, ça va aider dans l'échange et ça va créer plus de liens, tu vois. Ouais. Donc ça ouvre certaines portes, selon toi. Ça ouvre même beaucoup de portes pour moi. Okay. Parce qu'on va dire que les gens qui ont réussi s'intéressent beaucoup aux voitures, à l'art et aux montres. Voilà. Et donc forcément, quand on connaît un peu les voitures, quand on connaît un peu l'art, quand on connaît un peu les montres, ou du moins quand on s'intéresse à ces 3 principaux sujets, c'est vrai qu'on va dire que ça peut débloquer des situations, oui. Okay. Comme par exemple quand on va reconnaître un tableau, mais quand on est dans un rendez-vous d'affaires et qu'on dit tiens très beau, mais c'est un X, et que t'es chez la personne, tu vois. Ouais. Donc forcément, au-delà de parler business, ça va créer un espèce de lien
où forcément ça va débloquer certaines choses. Ouais, ça va briser la glace, comme Exactement. on dit, ou créer un lien de proximité Voilà. direct. Ok, Voilà. Ouais, très intéressant. Dans ton cas, justement, au fur et à mesure du temps, via ta passion, via ta visibilité, la création de contenu, tu as pu développer un certain réseau. Ouais. Un réseau qui, du coup, a du poids parce qu'ils peuvent se permettre ce type de passion qui est coûteuse. Donc, naturellement, ils ont un certain niveau de revenu ou un certain niveau de réussite. Je fais que de le répéter, de le dire, et ce depuis des années. Le réseau, c'est vraiment capital, c'est clé. Ouais, c'est très important. C'est hyper important et vrai. ça peut littéralement changer la donne à tout instant. Pour moi, c'est ce qui change une vie, c'est les connaissances et les connaissances. Les connaissances, le savoir et les connaissances que tu as au quotidien dans ton répertoire de téléphone, quoi, finalement. C'est vrai que ça ouvre un nombre de portes incalculable. Ça, c'est vrai. Dans ton cas, justement, outre la passion ou autre, parce que finalement, il y a de ça 3-4 ans, tu démarrais. Oui. Tu as dû toquer aux portes les unes après les autres pour qu'on puisse t'en ouvrir une, puis deux, puis trois, pour qu'aujourd'hui tu puisses interviewer les plus grands CEO des plus grandes marques. Est-ce que tu aurais un conseil, un tips, une leçon à partager pour celles et ceux qui nous écoutent et qui auraient aussi envie et besoin dans leur business, dans leur industrie, propre à chacun, de pouvoir développer leur réseau? Faut oser. Faut oser aller à la rencontre des gens, oser envoyer des messages, oser... En fait, faut pas hésiter à aller à la rencontre des autres personnes. Moi, ça a été un gros travail sur moi parce que je suis très timide de base. Donc, que ça soit pour la vidéo, déjà se mettre face caméra, etc. Mais c'est pour ça que ma chaîne a été créée en mai et que ma première vidéo est sortie en septembre, tu vois. Okay. Donc, parce qu'il y a eu beaucoup de réflexions. Ouais, mais j'ai pas envie de montrer ma tête, nanana. Et puis ensuite, c'est un pote qui m'a dit, mais montre ta tête, on s'en fout. Et du coup, je l'ai mise et tu vois, finalement, mais j'ai bien fait. Mais je pense qu'il faut oser. Il faut pas avoir peur de se prendre un vent, quoi. Ouais. Donc, parce que c'est comme ça qu'on se fait des connaissances, tu vois. Ouais. Ok, je vois. C'est intéressant, tu évoques le fait que tu es quelqu'un de plutôt introverti, et que ce n'était pas naturel pour toi d'oser aller vers les gens. Qu'est-ce que tu as mis en place pour oser? Qu'est-ce que j'ai mis en place pour oser? Tu as peut-être lu des livres, non, tu t'es parlé seul devant le miroir. Parler seul devant le miroir. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Je sais pas. Mais... Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Et souvent, mais tu dis rien. Bon, go, tu vois. Après, c'est vrai qu'aborder des gens comme ça, genre quand t'as pas été introduit mais par exemple, je te connais pas, il faut que je vienne te parler, je vais pas forcément le faire, tu vois. Genre, je vais, et c'est là où l'horlogerie est bien, où je vais dire, ah ouais, j'aime bien ta montre, et puis ensuite on discute, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai qu'aborder comme ça, non, ça j'en suis pas capable encore. Même si j'ai beaucoup osé, c'est vrai, mais non. Un autre sujet, c'est qu'aujourd'hui, on voit du coup le succès de ta visibilité sur les réseaux et les opportunités que ça a créées. Ouais. Mais pourtant, tu as mis entre 3 et 4 mois à sortir ta première vidéo. Ah, c'était compliqué. Hein. Donc, tu as procrastiné, tu t'es posé plein de vrai. questions. Il y a beaucoup de gens qui sont exactement dans cette même situation. Quel que soit le domaine, quelle que soit la raison, quel que soit... je vais créer ma boîte, lancer mon offre, créer mon compte Instagram professionnel, faire ma première vidéo, peu importe le domaine, le sujet. Après coup, toi, maintenant, qui a 3-4 ans de création de contenu dans les pattes et qui a pu vivre tout ça grâce à cette petite action d'avoir osé, quel serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui est exactement dans la même situation et qui est face à une problématique qu'il n'ose pas faire et qui procrastine? Le seul moyen, c'est d'essayer et de se lancer. Parce que, pour te dire, je bégaye beaucoup et de moins en moins, mais ça se voit un peu dans mes vidéos. Donc, il y avait aussi ce frein qui m'a énormément pesé. Okay. Et en fait, c'est en faisant du contenu que j'ai bégayé de moins en moins. Et que j'ai un peu plus pris aussi confiance en moi, mais mine de rien. Et en fait, les vidéos, mais c'est un super exercice. C'est vrai que c'est compliqué, et forcément, la première, elle est très compliquée. D'ailleurs, si tu regardes ma toute première vidéo, je pense que Enfin, moi, ça me fait rire, tu vois, mais parce que je vois toute l'évolution. Mais après, je me dis, j'ai bien fait, tu vois. Parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris beaucoup de choses d'un point de vue professionnel et aussi personnel. Et ça m'a permis aussi de m'élever intellectuellement et aussi forcément de se dire ok, j'ai fait ça, j'en suis capable, j'ai plus ou moins réussi parce qu'il reste encore pas mal de chemin
et de se dire ouais, bah, j'ai bien fait quoi. Ouais. Tu vois. Mais il faut juste pas avoir peur, faut pas procrastiner. Je sais que c'est très dur, mais si j'avais pu me lancer plus tôt, ben, je l'aurais fait. Tu vois. Ok, je vois. C'est super intéressant parce que finalement, tu vois, tu nous dis ça, mais aujourd'hui, après coup, il y a une telle aisance Un peu plus. Dans tes vidéos, dans tout ça, c'est assez paradoxal et ça me fait penser même à moi. Parce Oui. que tu dis regarde ma première vidéo, mais moi je te dis regarde pas ma première vidéo. De toute façon, elle est même plus en ligne, mais c'est pire qu'un sketch. Remets-la. Ah, elle est sur un autre sujet, c'est peu importe. Mais moi, par exemple, tu vois, pour oser sortir de ma zone de confort, on était à Versoix dans les bureaux. J'avais tourné 72 vidéos en 2 jours avec les collaborateurs autour de nous. Bon, ça va, à l'époque, on était 5 dans le bureau, etc. Mais au moins, comme ça, je m'étais dit, bon, ça dure 2 jours. À la fin des 72 vidéos, j'avais pas compté 72, mais j'ai su en faire 72 en 2 jours. En tout cas, ça, je me souviendrai toute ma vie de ce chiffre-là. 72. Ouais, parce qu'après, j'en ai sorti une par jour pendant 72 jours. Et après, du coup, voilà. Mais après, j'étais beaucoup plus à l'aise, tu vois. J'étais plus détendu. Forcément. Ça allait mieux. Finalement, c'est encore une fois cette notion de répétition, constance, c'est ça. évolution, etc. Mais c'est en faisant qu'on apprend. Ouais. C'est ça. Clairement. Donc, pour moi, les études, ça sert à te former et à te cadrer. Et au-delà des études, après, c'est à toi, on va dire, de prendre le contrôle et d'utiliser ce qu'on t'a appris, tu vois. Parce que pour moi, mais les études, c'est une salle d'attente formidable. Où, dans le sens, un prof vient et te donne une cuillère de savoir, tu vois. Et faut le prendre, mais parce que forcément, ces connaissances-là, mais tu les appliqueras peut-être un jour, même si tu n'en vois pas trop l'intérêt, au moment présent. Mais ça t'aidera, quoi qu'il. Ok. Justement, tu parles d'apprentissage. Aujourd'hui, la création de contenu, c'est quelque chose de naturel pour toi. Ok, tu as un nouveau concept de vidéo. Tu sais, comme moi, qu'il y a certains codes à respecter sur YouTube, le bon titre, la bonne miniature, la structure de ta vidéo, le hook, l'approche, plein d'éléments, que ce soit sur le fond, sur la forme. Si tu devais, là, ça me fait penser justement à quelqu'un que tu connais aussi, à la fin de l'interview sur le déclic de Yomi, il m'avait sorti une masterclass YouTube et que les gens en ont beaucoup parlé dans les commentaires. Là, si tu devais justement nous sortir en bullet point un petit peu les clés, les apprentissages que tu as pu accumuler au fur et à mesure de ces années à créer du contenu, que ce soit sur du short content comme sur du YouTube, mais si ce n'est pas du tout les mêmes codes, qu'est-ce que ça serait pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans la création de contenu ou qui est déjà, mais qui veut améliorer sa façon de le faire? Déjà, la première chose que je donnerais, c'est de trouver un beau nom. Un beau nom de chaîne ou de mettre son nom tout simplement. Parce que le personal branding est très important. Ensuite, je partirai sur du contenu court qui sera diffusé sur Reels, Short et TikTok. Même si ça fait moins d'1 minute, on s'en fiche par rapport à la rémunération. Et à partir de ce moment-là, si tu veux créer une vraie audience, pour moi, les vidéos longues, c'est super important. Et dans les vidéos longues, ce qui compte le plus, c'est le titre et la miniature, mais aussi bien sûr le contenu. Donc, pour lancer la machine et pour se faire connaître directement et pour commencer très fort, les contenus courts, très très importants. TikTok, Instagram, Reels. Ensuite, les formats un peu plus longs, un peu plus travaillés, qui nécessitent plus de temps pour se créer une audience, pour créer une communauté. Et forcément, avec un bon titre et une bonne miniature, et très important la miniature. Pour moi, c'est la première chose sur laquelle il faut investir et faire du contenu pertinent et trouver une niche aussi super pertinente. Et puis après, il y a tout l'aspect analytique où quand tu es sur le YouTube Studio, tu peux voir ton taux de clic, tu peux voir ta rétention, etc. Et à partir de là, tu vas plus ou moins accentuer certains points et tu vas voir en fait mais que certains passages et certaines vidéos plaisent plus que d'autres. Donc forcément, ce contenu qui a le plus plu, ou même le sujet en question, mais tu vas le répéter d'une manière différente, mais tu vas le répéter. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Contenu court, contenu long, mais toujours continuer. Mais les contenus courts, une vidéo par jour, enfin un short par jour, un contenu court par jour et peut-être une vidéo longue par semaine. D'accord.
Voilà. Ok. C'est intéressant, tu évoques 2 points ici. Le premier, c'est vraiment que le contenu long, comparativement au contenu court, va permettre de créer une communauté, de créer un lien avec cette communauté. Exactement. Je te rejoins à 100%. Le deuxième, tu évoques l'importance de la miniature et du lien aussi entre le titre et la miniature de ta vidéo YouTube. C'est quoi une bonne miniature? Parce que ça, beaucoup de gens en parlent, mais peu de gens savent vraiment c'est quoi une bonne miniature. Pour moi, une miniature, c'est un second titre. Je vois la miniature comme un second titre. Tu as le premier titre qui est ton titre, il faut qu'il soit court et concis. Et ensuite, tu as le titre de ta miniature qui doit être un peu plus putaclic. Donc, c'est-à-dire que tu vas raconter quelque chose d'autre qui s'est passé dans ta vidéo, mais d'une manière x10. Comme, par exemple, si je vais parler d'une montre, mais d'un certain budget, je vais dire pourquoi vous n'aurez jamais cette montre. Et dans le titre, je vais mettre l'histoire de cette montre. Tu vois, par exemple. Okay. Pour moi, dans le titre, il faut mettre un second... Enfin, pour moi, dans la miniature, il faut mettre un second titre et aussi mettre une image de soi qui donne envie de cliquer, forcément. Okay. Donc, oser exagérer, finalement. Oser exagérer, mais pas non plus trop, parce que forcément, s'il y a Quelle est la limite? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Ouais, c'est vrai, mais c'est quand même assez compliqué. C'est assez compliqué, hein. C'est assez compliqué, mais il ne faut pas trop exagérer, parce que si le contenu présent dans la vidéo ne représente pas la miniature, YouTube ne la mettra pas en avant, même si le taux de clic est important. Le plus important, c'est le taux de clic et la rétention. Ouais. Et de ce que j'ai remarqué, c'est que YouTube met de plus en plus en avant les vidéos longues, et met de plus en plus en avant aussi les formats podcast. Ouais. Parce que j'ai vu mais qu'il y avait des playlists podcast qui se sont créées, etc. Donc, je dirais, si tu veux faire, si ton but n'est pas de faire des interviews comme ici, comme ici, ça serait entre 15 et 20 minutes. Tu vois. Okay. Genre une bonne vidéo avec forcément une intro percutante dans la vidéo longue, une intro percutante, un milieu qui permet aussi de rajouter encore un peu de contenu pour que pour que le viewer aille jusqu'à la fin. Parce que si forcément et moi je le vois sur mes vidéos qui ont le plus marché, c'est la rétention et le taux de clic. Pour ça que tu m'as ramené cette montre au milieu de la vidéo, typiquement. Exactement. Vous nous direz d'ailleurs dans les commentaires si la miniature a bien été faite et choisie par rapport au titre de la vidéo. Et si vous nous mettez ça dans les commentaires, ça veut dire qu'il y en a eu un beau taux de rétention aussi. Ouais. Parce qu'on arrive presque au bout de la vidéo. Moi, c'est vrai que ces analytics YouTube Studio, on les analyse énormément. On a la chance d'avoir un taux de rétention qui est vraiment intéressant sur le podcast. Ouais, c'est cool. Ou, tu vois, sur une vidéo qui va faire plusieurs dizaines de milliers de vues, voire plus de 100 000 vues ou autre en podcast, on a parfois des gens... la moyenne de l'ensemble des vues est de l'ordre de 18 à 23 minutes en général sur un épisode de 2 heures, de 1h40. Donc c'est vraiment long parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent très peu, il y en a d'autres qui regardent la totalité. Et c'est vrai qu'on travaille de plus en plus sur cette notion de miniature, avec notamment de l'A/B testing. Ils ont mis un truc là, YouTube. Directement natif dans YouTube ? Ouais, de mémoire, ouais. D'accord, ok. Nous, on utilise TopBuddy pour ça. TopBuddy, ouais. Tu connais peut-être. Oui, ça me dit quelque chose. Mais je sais que parce que MrBeast est en avance sur tout. Ouais. Mais je sais qu'ils l'ont mis en place mais sur sa chaîne et sur les très très grosses chaînes américaines. Et je pense que ça va arriver en France. Où en gros, tu pourras mettre plusieurs miniatures dans YouTube. Après, YouTube va tester. D'accord. Un peu comme sur Google Ads où ils vont tester. Avec Bien sûr. Voilà. Ah, c'est intéressant. Ouais. Une sorte de dynamique créative, mais pour tes miniatures. Ouais, c'est ça, mais c'est comme... mais de mémoire, mais c'est pas encore arrivé en France. Mais t'as la possibilité de doubler tes vidéos. Oui. C'est-à-dire d'être sur l'algorithme anglophone. Ouais. Et non pas sur l'algorithme francophone, mais tes vues, quoi qu'il arrive, sur la vidéo restera les mêmes. Et c'est vrai, je reviens encore à MrBeast, mais quand tu regardes une de ses vidéos en France et que tu es localisé en France, t'as une voix française qui va doubler sa voix. Ouais. Et ça, je trouve ça incroyable parce que ça va permettre de toucher d'autres pays. Bien sûr, en France, comme on est bien sûr en francophonie, comme on va dire qu'il y a moins de... On est plus petit contrairement au marché américain. Forcément, ça va être plus difficile de tirer son épingle du jeu, mais ça peut offrir des opportunités infinies. Ouais, complètement. Ça, c'est clair. Et notamment aussi pour l'industrie des montres, de l'horlogerie. Exactement. Parce que je connais pas les chiffres, tu les connais peut-être, mais... les plus gros créateurs sont en anglophone. Sont anglophones, sont américains. Ouais. Sont américains. Et j'imagine que la plupart aussi du marché, de toute façon, c'est le reste du monde, c'est pas la Suisse, la France. On va dire que ça se fait ici, mais ça s'exporte dans le monde entier constamment. Ouais. Très grand marché en Amérique et en Asie. Ouais.
Qui sont les deux principaux marchés. Complètement. En Ici, soi. Dubaï aussi, non? Dubaï aussi, ouais. Le plus gros, c'est le marché américain. Ok. Ouais. J'ai un dernier concept que j'avais envie d'évoquer justement avec toi. Certes, il y a la notion de passion, il y a la notion de précision, il y a la notion de complexité et de compétence dans l'horlogerie qui est un point important et qui parfois justifie le prix. Oui. Notamment, il y a aussi la notion de l'offre et la demande qui justifie encore une fois le prix, mais peut-être un peu moins en retail, mais plus sur le marché secondaire, comme on l'a évoqué, pour différentes raisons, peut-être spéculatives ou autres. Mais il y a aussi quand même une grande notion, et faut pas le négliger, selon moi, de marketing. Ah, ça c'est clair. Et tu vois, la plupart des gens qui nous écoutent ici sont soit des entrepreneurs, soit des investisseurs, soit des aspirants entrepreneurs. Et le marketing, tout comme la vente, c'est très important. Enfin, c'est la clé. Tu peux avoir le plus beau produit du monde. Si personne n'est au courant, il ne va rien se passer, ça ne marchera pas. J'imagine que toi, typiquement, dans le cadre de ton projet de création de marque, si tu n'avais pas eu notamment ton audience qui te fait confiance et donc un vrai levier marketing à moindre coût avec un niveau de confiance élevé, ça aurait été un challenge encore plus compliqué que ça ne l'est déjà que d'oser lancer un tel projet. C'est vrai. Deux questions dans celle-ci. Je commence par la première. À quel degré, justement, le marketing influence la perception de la valeur d'une marque ou d'une montre, selon toi? Typiquement, la fameuse valeur perçue, qui est clé. Tu vois, typiquement, deux montres qui sont quasi identiques à l'œil, peut-être pas dans les niveaux de complexité de mouvement, etc., mais qui peuvent parfois se retrouver, tu vois, typiquement ton Audemars, la Royal Oak, c'est un modèle qui a été, comment dirais-je, ils ont créé des dizaines et des dizaines de dérivés, plein de marques, mais pourtant, une Royal Oak restera toujours une Royal Oak. Ouais. Il n'y a rien qui pourra changer ça, et ça justifiera qu'elle a un certain prix et que d'autres montres vont coûter 10 fois, 50 fois, 100 fois moins cher. Pourtant, c'est quoi qui explique cela selon toi d'un point de vue marketing? Ouais, déjà, ce qui fait la valeur perçue, c'est le marketing. Forcément, parce qu'on n'aurait pas eu toute cette image autour des marques très chères et très connues sans marketing. Ouais. Forcément, parce que quand on voit une montre au poignet d'une star, généralement, après, beaucoup de personnes la veulent. Et c'est ce qui va créer un certain engouement. Après, tu as l'offre et la demande qui va arriver, et puis ensuite, tu as la spéculation et tout. Mais c'est vrai que le marketing joue un rôle très important dans la valeur d'une montre. Et on le voit très bien, comme par exemple Breguet, où en gros son fondateur a créé toutes les plus grosses complications, tous les mouvements les plus importants, etc. Tu vois. Mais à mon sens, elle n'est pas à sa place, dans le sens où elle mérite d'être bien au-delà de l'image qu'elle a. Et tu vois, mais typiquement, je trouve que cette marque n'a pas su trouver la bonne stratégie marketing pour aller dans cet axe. Une marque qui a très bien réussi, c'est Audemars Piguet. Parce qu'Audemars Piguet a beaucoup moins d'historique que Breguet, a beaucoup moins d'inventions que Breguet, mais très nettement. Et pourtant, ils sont au sommet des marques, tu vois. Voilà, mais c'est le marketing dans l'horlogerie joue un rôle très, très important. Ça, c'est clair. Et surtout quand une marque se lance. Ouais. Et est-ce que tu penses que c'est du marketing uniquement, ou est-ce que c'est aussi un phénomène de mode, de goût ou autre? Parce que tu vois, les modèles Breguet, c'est très classique. C'est assez classique. C'est vrai. Comparativement aux modèles Audemars, par exemple, que tu évoques. Qui sont très sportifs. Qui sont assez sportifs, qui sont assez dans notre génération, finalement, qui sont assez au goût du jour. C'est clair. Donc, c'est clair. Bien sûr que ça a un effet de mode. Ouais. Et c'est vrai que ce qui a créé... il y a une rumeur qui dit que quand la Royal Oak a vraiment connu son essor, déjà, mais le principal marché était l'Italie. Le marché italien est très friand des montres de luxe. Et en fait, c'est Giovanni Agnelli, qui était l'un des créateurs de Fiat, et de l'énorme groupe ensuite, mais qu'il a créé, comme il était assez connu et qu'il faisait de la politique aussi. Il avait une Royal Oak à son poignet. Et c'est à ce moment-là que certaines personnes se sont dit, OK, lui, il a réussi, il a cette montre-là, je veux la même. OK. Tu vois ? Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait progressivement. Et c'est vrai que l'aspect influence est très, très important. Ouais. Quand on voit le succès de Richard Mille,
Et il s'est fait connaître en sponsorisant pratiquement toutes les courses. Les Formule 1 et j'en passe. Et les pilotes, tu vois. Complètement. Et aussi, son prix était un argument marketing. Se dire, OK, tu as la montre la plus légère au monde à un prix qui dépasse les montres en platine. Tu vois. Alors que le platine, c'est lourd. Et c'est vrai que dans l'horlogerie, avant l'arrivée de Richard Mille, c'était plus elle pèse lourd, plus on en a pour son argent. Mais sauf que lui, il a pris l'effet inverse et en fait, il a été contre le courant de tout le monde. Et c'est pour ça qu'il a réussi. Ouais, complètement. Ce qui est finalement un positionnement marketing en soi. Exactement, c'est un positionnement marketing. Donc il y a toujours cette notion et cette réflexion. Mais un énorme risque. Un énorme risque, ouais, effectivement. Et c'est assez dingue parfois parce que ouais, tu prends un grand risque, mais plus le risque est grand potentiellement, plus le gain derrière va pouvoir l'être en retour aussi. Ouais. Je reviens sur un sujet. Alors moi, de ma humble connaissance du marché de l'horlogerie, même si je m'y intéresse depuis maintenant un petit peu, quelques années, de proche, de loin, etc. Je vais te le faire découvrir. Mais je le découvre déjà grâce à tes vidéos. Hein. D'ailleurs, on mettra le lien sous cette vidéo de tes différents réseaux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, en tout cas, j'ai eu l'impression que certaines marques doivent presque leur succès ou l'ensemble de leur succès ou peu importe, a littéralement presque un modèle. Oui, c'est vrai. D'où ce truc que j'évoquais de la mode, si on veut, où d'un coup, tu as une marque qui va sortir un modèle, qui va le décliner en plein de façons et qui va pendant 10 ans, 15 ans ou 20 ans cartonner au travers de ce modèle. Je ne sais pas si tu en as une, par exemple, qui te parle. La Royal Oak avec Audemars Piguet, par exemple. C'est un très bon exemple. La Nautilus de Patek Philippe, même si t'as la Conote aussi qui commence à être aussi pas mal, mais c'est toujours des mondes très sport, très tendance, très réseaux sociaux, tu vois. Enfin, ou dès qu'on les prend en photo, ça crée un truc. Parce que forcément, une montre avec un bracelet caoutchouc noir ou un bracelet en cuir noir, ça aura moins d'impact visuellement déjà, et aussi d'un point de vue historique, tout simplement. Ouais. Mais c'est clair, mais c'est vrai que ça a forcément un effet de mode. Ouais. Très intéressant, il y a pas mal de leçons justement qu'on pourrait reprendre et créer des parallèles justement avec l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau marketing, niveau vente et en global. J'ai adoré faire cet épisode avec toi. Plaisir partagé. C'était vraiment top et toutes celles et ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont regardés, j'espère que c'était également le cas. Faites-le nous savoir dans les commentaires comme à chaque fois et avec les 5 étoiles sur Apple Podcast. T'as mis les 5 étoiles sur Apple Podcast ? Ouais, j'avais mis ça, non, moi j'avais mis ça sur Spotify. Ah, sur Spotify, bon, ça va. Au moins tu l'as fait sur ta plateforme de streaming préférée. Comme vous, faites-le également si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, c'est vraiment top. J'ai une dernière question pour toi que je pose à chaque personne qui sont ici sur le plateau. Parmi tout ce que tu as partagé durant ces presque 2 heures ensemble, est-ce qu'il y a un truc que tu n'as pas encore partagé ici aujourd'hui et peut-être même dans toutes les interviews que tu as pu faire jusqu'ici, qui a littéralement créé un vrai déclic, pour le coup, une transformation identitaire chez toi, que ce soit sur le plan personnel comme professionnel? Ça peut être une situation, une simple phrase, un moment positif ou négatif, un moment fort que tu auras envie de partager. Tu as vraiment carte blanche pour le mot de la fin. Moi, je dirais que c'était rendre fier mes parents. Voilà, mais c'était principalement ça. Et parce que forcément, quand on dit qu'on va aller en baccalauréat professionnel, même si je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant et qu'il y a beaucoup de stéréotypes par rapport à ça, je me suis dit, merde, tu vois, alors que je voyais tous mes potes partir en seconde générale, faire des écoles de commerce après, etc. Et que moi, mais j'étais en bac pro, tu vois. Il y avait quand même un décalage et donc je me suis dit, putain, il faut que je me bouge le cul. Et déjà pour me rendre fier et aussi pour rendre fier mes parents. Donc c'est vraiment ce truc qui a tout créé. Ouais, carrément. Magnifique. Enfin, qui m'a poussé à me surpasser constamment. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui. Et ils sont fiers ? Ouais, et tôt ou tard, je leur rendrai l'appareil parce que c'est important pour moi. Tu vois, mais ce sont ceux qui m'ont élevé. Donc forcément, tôt ou tard, je leur rendrai l'appareil x 10, x 100, x 1000. Parfait. Merci Clément. Merci à toi.